Ma famille m'a humilié, me chassant de leur hôtel 5 étoiles. Il ignorait une chose, c'est moi qui fixe les règles. Un simple appel et à minuit, les cartes d'accès des Beaumont étaient désactivées. Dès que les pneus de l'avion touchèrent le tarmac, mon téléphone vibra, affichant un message au ton si familier qu'il n'avait guère besoin de signature, « Tu n'es pas la bienvenue dans notre hôtel 5 étoiles. » C'était tout. Pas de salutation, pas d'explication, juste un bannissement tapé comme un commandement par quelqu'un qui croyait encore avoir autorité sur moi. Mon père avait envoyé ce texto exactement 3 minutes après que mon vol avait atterri à Nice. Je fixais les mots qui brillaient sur mon écran, la lumière bleue se reflétant dans mes lunettes de soleil, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en traitant avec la famille Beaumont, un amusement. Ils pensaient avertir une fille déchue de se tenir à l'écart de leur week-end de luxe. Ils pensaient qu'ils pouvaient me faire honte et me pousser à disparaître à nouveau, comme ils l'avaient toujours fait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils textotaient la femme qui contrôlait l'acte de propriété du bâtiment même dont ils prétendaient que je n'étais pas la bienvenue. Mon sourire s'étira lentement, silencieux et acéré comme une lame de rasoir. Je pris mon téléphone, composai un numéro privé, et quand le chef de la sécurité répondit, je dis calmement, révoquer l'accès VIP de la famille Beaumont, avec effet immédiat. Leur carte d'accès cesserait de fonctionner à minuit. Je m'appelle Hélène Dubois, et ma famille n'a aucune idée de qui je suis devenu après qu'ils m'ont rejeté. Les portes automatiques de l'hôtel de la Couronne Saphir s'ouvrirent dans un doux souffle d'air frais, parfumé à l'eucalyptus et au thé blanc. Mes talons claquèrent contre le marbre, résonnant sous des lustres en forme de cascade d'eau. Partout où je regardais, les clients flottaient dans des costumes sur mesure et des robes de soirée scintillantes, tenant des flûtes de champagne et un sentiment de supériorité en égale mesure. Je serrai la poignée de ma valise, ajustant le trench coat beige que j'avais choisi, délibérément sobre en couleur mais d'une confection incontestablement coûteuse. Je n'étais pas habillé comme la PDG d'Horizon Investissement, la société de capital investissement qui acquérait discrètement des propriétés de luxe sur la côte à travers le pays. Aujourd'hui, j'étais habillé comme la fille que ma famille s'attendait à voir, usée, banale, quelqu'un de facile à ignorer. Les Beaumont n'avaient jamais reconnu que la richesse ostentatoire, des logos placardés sur les sacs à main, des chaussures qui criaient leur prix, des bijoux qui brillaient trop agressivement pour être vrais. Ils n'ont jamais compris que le véritable argent murmure. Au moment où je m'enfonçais plus profondément dans le hall, une immense bannière apparut, drapée au-dessus de la fontaine centrale, « Félicitations pour vos 30 ans, Richard et Patricia Beaumont ». Bien sûr, il ne leur suffisait pas d'organiser une célébration d'anniversaire, il fallait que le monde s'arrête et applaudisse. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de mon père, « Ne fais pas de scène, Hélène. Ta sœur est là avec la famille de son mari. Si tu entres dans ce hall, je te ferai expulser pour violation de propriété. » J'expirai lentement, balayant la foule du regard jusqu'à ce que je les trouve. Il y avait ma mère, Patricia, dégoulinant de paillettes dorées qui brillaient durement sous les lumières du lustre. Ses bijoux, que je savais faux, étaient si nombreux qu'ils alourdissaient son cou. Elle riait trop fort, ses mains s'agitant comme si elle était sur une scène. Mon père, Richard, se tenait à côté d'elle, portant un smoking d'une taille trop petite, les boutons tendus sur son ventre. Il tenait un verre de cognac comme si c'était une extension de son autorité. Et puis il y avait ma sœur, Sophie, l'élue, l'enfant prodige. Elle était vêtue d'une robe rose pâle, ses cheveux tombant en vagues parfaites alors qu'elle se penchait vers son mari, Henri, un homme dont l'arrogance le précédait dans chaque pièce où il entrait. Leur sourire était poli, leur rire répété. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la réception. Je n'allais pas loin. Dès que ma mère me repéra, son expression s'effondra, le choc, puis la panique, puis une fureur pure crispant ses traits. Elle s'excusa auprès du groupe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et marcha vers moi, ses talons poignardant le marbre comme des menaces. Elle me bloqua le chemin avant que je puisse atteindre la réception. « Qu'est-ce que tu crois faire ici » siffla-t-elle. « Tu n'as pas reçu le message de ton père ?»« Bonjour, mère » répondis-je, gardant ma voix calme. « Heureuse de te voir. » N'ose pas utiliser ce ton avec moi. Elle jeta un regard autour d'elle, désespérée de voir si quelqu'un regardait. Tu ressembles à un chien errant. Regarde-toi. Pas de mari, pas de carrière digne de ce nom, traînant cette vieille valise comme une vagabonde. Je la laissai parler. Elle avait toujours confondu la cruauté avec le contrôle. Nous recevons les parents d'Henri ce soir, continua-t-elle. Des gens qui ont une vraie classe. Je ne te laisserai pas gâcher cette soirée.
J'étudiais son visage, le même visage qui était devenu froid le jour où j'avais quitté la maison à 19 ans, quand j'avais refusé d'épouser l'homme d'affaires plus âgé à qui mon père devait de l'argent. Il m'avait mise à la porte, pas métaphoriquement, littéralement. Mes vêtements avaient été jetés sur la pelouse, ma carte d'accès désactivée, mon téléphone coupé. Il disait que j'étais ingrate, un fardeau, un échec. Je suis juste ici pour m'enregistrer, dis-je calmement. Son rire explosa, sec et aboyant. T'enregistrer ? Une chambre standard ici coûte plus que ce que tu gagnes en un mois en freelance ou quoi que ce soit que tu prétends faire. Tu n'as rien à faire dans un hôtel 5 étoiles. Elle claqua des doigts en direction d'un agent de sécurité qui passait. Vous faites sortir cette femme des lieux. Elle dérange les clients. L'agent, André, était quelqu'un que j'avais personnellement engagé après l'acquisition il y a 3 mois. Il me reconnut instantanément. Sa posture se raidit, l'incertitude vacillant dans ses yeux. Madame, dit-il prudemment, y a-t-il un problème ? Le problème, lança ma mère, c'est qu'elle viole la propriété. Faites votre travail. Avant qu'André ne puisse répondre, une voix suffisante résonna dans le hall. Tiens, si ce n'est pas la sœur fugueuse. Henri s'approcha, son verre de scotch se balançant dans sa main. Ses yeux me parcoururent avec une déception théâtrale. Derrière lui, Sophie leva son téléphone, déjà en train de filmer. Bien sûr. Sophie sourit doucement à la caméra. Voici Hélène, narra-t-elle à ses abonnés en ligne. Celle qui a abandonné la famille. Celle qui cause toujours des problèmes. Henri fouilla dans sa poche et sortit une pince à billets. Il détacha des billets de 500 € et les laissa tomber délibérément sur le marbre à mes pieds. Les billets flottèrent vers le bas comme des insultes déguisées en générosité. Voilà, dit-il. Va te trouver un motel qui correspond à ton budget. Un endroit avec du papier peint qui pèle et des tarifs à l'heure. Sophie gloussa derrière son téléphone. Ramasse-les, Hélène. C'est plus que ce que tu vaux. Ma mère croisa les bras. Tu l'as entendu. Prends-les et sors. Je baissai les yeux sur l'argent. Il y a 10 ans, je l'aurais peut-être pris. Aujourd'hui, je passais par-dessus, mon talon pressant le visage de Victor Hugo dans le sol. Je ne vais nulle part. Le visage de ma mère devint violet. André, faites-la sortir maintenant. André s'avança, tiraillé entre les ordres et le bon sens. Je ne bougeais pas, car je n'en avais pas besoin. Du coin de l'œil, je le vis, le directeur général, M. Larcher, se déplaçant rapidement depuis le couloir des bureaux de la direction. Son expression se crispa dès qu'il me vit, non pas de colère, mais de peur. Voilà la direction qui arrive, dit ma mère, suffisante. Tu es fini. Monsieur Larcher s'arrêta devant nous, ignorant tout le monde sauf moi. Il se pencha juste assez pour murmurer, Mademoiselle Dubois, nous ne vous attendions pas avant demain. Dois-je lancer le protocole ? Je laissai les mots en suspens un instant. Ma mère se redressa, triomphante. Henri sourit d'un air narquois. Sophie zooma, prête à capturer mon humiliation. Pas encore, murmurai-je à Monsieur Larcher. Surclassez-moi simplement dans la suite présidentielle et révoquez les cartes d'accès de la famille Beaumont à minuit. Monsieur Larcher hocha la tête soudainement. Oui, madame. Je leur tournai le dos à tous les trois, leurs expressions figées un parfait portrait d'ignorance. Passez une excellente soirée, dis-je par-dessus mon épaule. Leurs rires me suivirent alors que je m'éloignais, mais leur monde avait déjà basculé. Ils ne le savaient juste pas encore. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux carillon, libérant un souffle d'air froid et parfumé qui me balaya alors que j'entrais dans le couloir privé menant aux étages des clients de la tour Hélios. Minuit scintillait à travers l'horizon, à travers des fenêtres allant du sol au plafond, mais mon pouls était plus fort que les lumières de la ville. Je marchais à pas mesurés, mes talons martelant un rythme délibéré, mais à l'intérieur, la vieille douleur brûlait comme une ecchymose pressée trop souvent. Revenir ici, dans le monde que ma famille vénérait et utilisait comme une arme, c'était comme me forcer à entrer dans une cicatrice qui n'avait jamais complètement guéri. Je m'arrêtai au coin, observant la caméra du couloir au-dessus de moi pivoter légèrement. Monsieur Larcher devait déjà avoir mis à jour le registre du personnel. Mon visage, mon identité, mon autorité, restaurés dans le système au moment où il avait vérifié mon nom. Au moment où il avait réalisé exactement qui la famille Beaumont venait d'insulter, la propriétaire.
Un titre que j'avais gagné avec des années sans sommeil et des négociations brutales, pas emprunté sur le compte en banque de quelqu'un d'autre. J'inspirais une fois, me stabilisant, puis je me dirigeais vers la suite réservée aux invités VIP de la famille. Selon le flux du système sur mon téléphone, le groupe de mes parents était revenu du bar il y a 5 minutes, puant leur propre suffisance, traînant la même arrogance fatiguée qui remplissait autrefois chaque pièce de notre maison d'enfance. Avant d'atteindre la suite, je m'arrêtai devant une alcôve décorative, ses étagères en verre reflétant la douce lueur ambrée des éclairages encastrés. J'aperçus mon reflet, une femme dans un manteau beige, un maquillage simple, les cheveux attachés lâchement en arrière. Ni glamour, ni intimidante. Presque délibérément simple. Mon déguisement pour la soirée. L'ironie de l'invisibilité de la richesse m'amusa. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Ne nous pousse pas à bout, Hélène. Nous sommes toujours ta famille. J'expirai, non pas de peur, mais avec un rire amer. Ce numéro appartenait au téléphone secondaire de ma mère, celui qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas que mon père suive ses achats. Une autre vibration. Si tu nous embarrasses ce soir, tu le regretteras. Voilà. Pas d'inquiétude, pas de remords. Une menace. Je tapais un seul mot, noter. Je verrouillai l'écran et glissai le téléphone dans mon manteau. Puis je continuai vers la suite. Le couloir tournait légèrement, dirigeant les invités vers le salon où un jazz doux flottait à travers les haut-parleurs. L'odeur de la citronnelle et du cèdre fumé s'échappait d'un diffuseur décoratif, masquant l'arrière-goût de champagne renversé et de fatigue de luxe laissé par les clients qui croyaient que tout dans le monde existait pour les satisfaire. J'atteignis la porte de la suite Beaumont. La plaque nominative brillait sous l'éclairage doux, poli plus tôt dans la journée pour eux. Pour des gens qui croyaient que le ternissement n'existait que sur le métal, pas dans le comportement. Je levai la main et frappai une fois. La porte s'ouvrit brusquement. Le visage de ma sœur apparut en premier, échauffé, agacé, les pupilles légèrement dilatées par l'alcool. Adèle était exactement comme dans mes souvenirs à 24 ans, glamour mais fragile, bruyante mais creuse. Sa beauté s'estompant sous le poids de sa propre suffisance. Dès qu'elle me reconnut, son expression se tordit en incrédulité, puis en fureur. « Qu'est-ce que tu fais à cet étage » exigea-t-elle, agrippant le bord de la porte comme si elle voulait me la claquer au visage. « Ce niveau est réservé aux VIP. » Je haussai un sourcil. « J'en suis consciente. » Elle ricana. « Et depuis quand tu te qualifies ?» Avant que je puisse répondre, une autre voix se fit entendre. « Quelqu'un t'ennuie, ma chérie ?» Hugo, le futur gendre que mes parents adoraient, apparut derrière elle, un verre à la main, son smoking desserré comme s'il s'était déjà déclaré le seigneur de l'hôtel. Il s'appuya contre le cadre de la porte, ses yeux me parcourant avec un amusement méprisant. Adèle sourit et croisa les bras. Elle pense qu'elle peut se promener dans la tour Hélios comme si elle y appartenait. Hugo but une lente gorgée de son whisky. Détends-toi, ma belle. Elle s'est probablement juste perdue en cherchant les chambres économiques. Il se tourna vers moi. Le couloir du personnel est 2 étages plus bas. Essaie de ne pas érafler la moquette. L'ancienne Hélène se serait excusée, aurait baissé le regard, aurait avalé l'humiliation parce qu'elle croyait la mériter. Plus maintenant. Je ne suis pas perdu, dis-je calmement. Adèle me foudroya du regard. Alors qu'est-ce que tu veux? Je dois parler à maman et papa. Elle éclata de rire. Oh, tu es sérieuse. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Papa l'a dit. Papa dit aussi beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, répondis-je. Son visage rougit instantanément. Sors avant que j'appelle la sécurité. Tu devrais, dis-je doucement. Ils attendent mon appel de toute façon. La confusion vacilla sur son expression, mais avant qu'elle ne puisse demander, une voix familière tonna de l'intérieur de la suite. Qui est à la porte, Adèle? Qu'est-ce qui prend si longtemps? Mon père entra en scène, ajustant ses boutons de manchette, portant un costume bleu marine qui essayait trop de le façonner en l'homme qu'il souhaitait encore être. Il me regarda et se figea. Sa mâchoire se serra, le mépris dans ses yeux s'aiguisa comme un couteau. Hélène, dit-il lentement, je t'ai dit de rester dans le hall. Non, le corrigeai-je. Tu m'as textoté que je n'étais pas la bienvenue dans votre hôtel 5 étoiles. Ma mère apparut à ses côtés, enveloppée dans une robe à paillettes qui scintillait sous la lumière du lustre.
Elle tenait une flûte de champagne dans une main et la déception dans l'autre. Quelle partie de Grèce à l'écart n'as-tu pas comprise? Siffla-t-elle. Tu ressembles à une égarée qui a atterri dans le mauvais quartier. Hugo ricana. Adèle sourit. Ma mère leva le menton avec une sorte de supériorité que seule la faillite pouvait guérir. Pars, ordonna mon père. Avant que nous décidions de rendre ça public. La menace flotta entre nous comme un parfum bon marché, écrasante mais creuse. Je fis un pas en avant. Tu n'as pas l'autorité de me faire sortir. Ses yeux s'enflammèrent. C'est mon hôtel pour le week-end, Hélène. Ma célébration. Tu gâches toujours tout. Toujours. Même maintenant. Ce n'est pas ton hôtel, dis-je tranquillement. Et ça ne l'a pas été depuis longtemps. Il aboya un rire. De quoi parles-tu? La famille Beaumont est VIP ici depuis des décennies. C'était avant que ton crédit n'implose, répliquai-je. Avant que ton nom ne devienne un passif. Il s'approcha, le doigt pointé sur mon visage. Tu ne me parles pas comme ça. Je penchai la tête. Alors peut-être, écoute mieux. Le couloir tomba dans le silence. Puis Adèle le brisa avec un ricanement joyeux. Tu sais quoi, c'est pathétique. Elle fouilla dans sa pochette. Tiens. Elle sortit son portefeuille, en extirpa 5 billets de 100 € bien nets et me les jeta dessus. Prends ça, ricana-t-elle. Achète-toi un dîner, ou une thérapie, ou peut-être une personnalité. Et puis sors de cet hôtel de luxe. Hugo rit bruyamment. Ma mère avait l'air fière. Mon père hocha la tête en signe d'approbation, comme si cette humiliation était un exercice de rapprochement familial. Les billets voltigèrent dans ma direction et tombèrent à mes pieds. Je ne baissai pas les yeux. Je ne sciais pas. Au lieu de cela, je levai calmement mon téléphone et composai un numéro. Un silence se fit dans le couloir. « Qui appelles-tu » demanda mon père. Je portai le téléphone à mon oreille. « Sécurité » dis-je. Révoquer l'accès VIP de la famille Beaumont. Effet immédiat. Ma mère pâlit. Tu n'oserais pas, mon père s'avança. Hélène, arrête ces bêtises. Je continuai de parler dans le téléphone. Oui, tous les accès. Toutes les cartes. Activation à minuit. Adèle me fixa, l'incrédulité se brisant en une rage tremblante. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Tu n'as pas le pouvoir. Je terminai l'appel et les regardai chacun dans les yeux. Si. Hugo ouvrit la bouche pour argumenter, mais à ce moment précis, une alerte retentit sur le panneau de la porte de leur suite. Une lumière rouge clignota 2 fois. Leur statut VIP avait déjà été signalé dans le système. L'expression sur leur visage était inestimable. Mon père me pointa du doigt, la main tremblante. Que as-tu fait? Je reculai, laissant l'éclairage ambiant du couloir m'encadrer d'un doux halo doré. Ce que tu m'as dit de faire, dis-je. Sortir de cet hôtel de luxe. Je me retournai et commençai à marcher dans le couloir. Derrière moi, la voix de ma sœur éclata en un cri de panique. Maman, papa, pourquoi son téléphone a-t-il outrepassé le système de la suite? Mon père répondit d'un murmure rauque, elle ne l'a pas outrepassé. Elle le commande. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux soupir, m'accueillant dans le sanctuaire tranquille réservé aux propriétaires et aux dirigeants. Alors que les portes se refermaient, j'entendis la dernière question tremblante de ma mère résonner dans le couloir, qu'est-ce? Qu'est-ce qu'elle est devenue exactement? Mon reflet me dévisagea dans les parois polies de l'ascenseur, calme, posé, intouchable. Et pour la première fois depuis des années, je murmurai la vérité à voix haute, quelqu'un que vous n'auriez pas dû rejeter. L'ascenseur descendit vers le niveau exécutif privé, m'emmenant plus profondément dans l'empire que j'avais bâti et plus loin de la famille qui n'avait jamais cru que je le pourrais. Mais minuit approchait, et le jugement aussi. Les lumières de la ville scintillaient à travers les murs de verre du salon exécutif alors que j'entrais. Mon pouls battait encore fort suite à la confrontation à l'étage. La pièce était calme, faiblement éclairée et enveloppée d'une odeur de bois de santal, un design intentionnel pour contraster avec le chaos des étages principaux. Ici, le temps ralentissait. Ici, l'air semblait respirable. Je traversais le salon, les épaules droites, me forçant à rester dans le moment présent, dans la réalité que j'avais créée loin de l'orbite des Beaumont.
Mais alors que j'atteignais le bar privé et me versais un verre d'eau pétillante fraîche, le poids des vieux souvenirs me tiraillait comme la gravité. J'appuyais une main contre le comptoir en marbre et expirais lentement. Peu importait le succès que j'avais bâti, le nombre de propriétés que j'avais acquises, ou le nombre de chambres dans ce gratte-ciel qui portait ma signature. Les fantômes connaissaient toujours mon nom. L'ascenseur sonna doucement derrière moi. Je me retournai. Monsieur Larcher entra, tenant une tablette argentée et affichant un air qui équilibrait excuse, devoir et quelque chose comme du respect. Mademoiselle Dubois, dit-il en inclinant la tête. Je suis venu dès que la sécurité a confirmé votre ordre. J'acquiesçai. Bien. Ils ne partiront pas tranquillement. Non, acquiesça-t-il. Les familles comme les Beaumont ne le font jamais. Il posa la tablette sur le bar entre nous. J'ai pensé que vous voudriez voir le journal d'activité de la suite. J'hésitai, puis je saisis l'écran. Mes doigts effleurèrent les entrées numériques, frais de service en chambre, rendez-vous au spa, autorisation de crédit refusée, et un nombre alarmant de surclassements gratuits accordés par des directeurs qui n'avaient aucune autorité pour les offrir. J'avalai difficilement. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Monsieur Larcher joignit doucement les mains. Depuis environ 5 mois. L'ancien directeur régional leur a accordé une flexibilité considérable en raison de leur réputation. Quand je suis arrivé, c'était déjà une habitude. Une amertume discrète s'infiltra dans son ton. Je m'excuse, mademoiselle Dubois. Si j'avais réalisé plus tôt le véritable lien entre vous et la famille, je serais intervenu avant. Vous ne saviez pas, dis-je en reposant la tablette. Mon nom de famille n'est pas Beaumont. Je l'ai légalement changé à 23 ans. Il marqua une pause. Compréhensible. Compréhensible. Ce mot resta en suspens dans l'air. Je me dirigeai vers la fenêtre panoramique surplombant la ligne d'horizon. La nuit était claire et les lumières peignaient la ville en constellation. Mon reflet flottait faiblement dans la vitre, une silhouette drapée d'une fureur silencieuse. Je savais qu'ils étaient négligents, murmurai-je. Mais ça, c'est du vol. Pas de l'ignorance, dit doucement monsieur Larcher. De la suffisance. Je regardai par-dessus mon épaule vers lui, croisant son regard. Préparez un rapport financier complet, dis-je. Chaque service offert, chaque transaction impayée, chaque dérogation. Il hocha la tête. Et la réservation pour le gala qu'ils ont demandé, demanda-t-il. Dois-je la refuser? Ma mâchoire se serra. Pas encore. Pas encore, répéta-t-il, comme pour tester la forme des mots. Je me tournai complètement vers lui. Il se croit intouchable. Il pense que le monde se réorganise autour d'eux. Si nous annulons ce soir, ils inventeront une histoire où ils sont les victimes. Mais si nous les laissons continuer, si nous les laissons atteindre le bord de leur propre chute, ils seront les auteurs de leur perte. Monsieur Larcher absorba cela en silence, puis se redressa. Je veillerai à ce que tout le personnel sache vous traiter comme une invitée exécutive anonyme, sans lien avec la suite à l'étage. Bien. Et puis-je demander, il hésita, baissant la voix, qu'est-ce qui a déclenché l'escalade de ce soir? Je regardai au-delà de lui vers l'ascenseur, imaginant la main manucurée d'Adèle me jetant des billets au visage, la façon dont l'expression de ma mère se tordait de ridicule, le pli suffisant sur la lèvre de mon père. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Répétai-je doucement. Ils m'ont jeté de l'argent. Il cligna des yeux. De l'argent? 500 €, dis-je. Comme si j'étais un inconvénient qu'ils pouvaient payer pour faire disparaître. L'expression de monsieur Larcher s'assombrit. Je n'étais pas au courant. Mes plus profondes excuses. Je fis un geste de la main. Ils ne méritent pas vos excuses, monsieur Larcher. Ils méritent les conséquences qu'ils empruntent depuis des années. Un moment passa, puis il s'éclaircit la gorge. La sécurité révoquera leur accès à minuit pile. Devons-nous les escorter hors de la propriété immédiatement après? Non, dis-je. Laissez-les rester. Laissez-les profiter de l'illusion un peu plus longtemps. Ils aiment tellement la tour Hélios, ils devraient en découvrir chaque recoin. Ses sourcils se haussèrent légèrement, mais il ne me questionna pas. Je finis mon eau, posai le verre et me dirigeai vers le couloir menant à l'ascenseur privé du Penthouse. Mais monsieur Larcher m'appela. Mademoiselle Dubois, dit-il prudemment. Puis-je offrir un petit conseil non sollicité? Je m'arrêtai.
Gardez votre téléphone près de vous ce soir, dit-il. Les Beaumont ne semblent pas être des gens qui acceptent les limites avec grâce. Mes lèvres tressaillirent en signe de reconnaissance. En effet. Il fit un dernier signe de tête et se retira du salon, me laissant dans le bourdonnement silencieux de l'étage exécutif. J'entrai dans l'ascenseur et appuyai sur le panneau de la carte d'accès. Les portes se fermèrent dans un murmure et la cabine commença son ascension vers le niveau des propriétaires, un étage entier caché des clients, des entrepreneurs, et même de la plupart du personnel. 30 étages au-dessus du bruit, l'air changea, plus calme, plus fin, non encombré par le monde d'en bas. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, j'entrai dans le hall privé, une étendue élégante de marbre, d'éclairage doux et d'œuvres d'art sélectionnées qui n'appartenaient qu'à moi. Pendant un instant, je restai là, contemplant le luxe tranquille que j'avais passé des années à construire, pierre par pierre, contrat par contrat. Bien loin de la maison où j'avais grandi. Je traversai le hall et entrai dans la suite pentouse, la porte se fermant derrière moi avec un seau feutré. L'air sentait la lavande et le lin frais, des rideaux blancs ondulaient légèrement à cause des bouches d'aération cachées. La ville s'étendait sous moi comme une carte des possibles. Mais même avec tout cet espace, tout ce confort, je sentais le fantôme d'une pièce plus petite, celle où j'avais passé mes nuits d'adolescente à écouter ma mère critiquer mon existence à travers les murs. Je me dirigeai vers le salon, où une tablette élégante reposait sur la table basse. Je la pris et déverrouillai le flux de sécurité interne de l'hôtel. Les vues des caméras remplirent l'écran, une pour chaque zone principale de l'hôtel, le hall, les salons, les restaurants, les ascenseurs, et la suite Beaumont. Je tapotai dessus. L'écran s'agrandit. Mon père faisait les 100 pas, une main pressée sur sa tempe. Ma mère était assise sur le lit, serrant son téléphone, envoyant sans aucun doute des textos à des parents sur la façon dont j'avais trahi la famille. Adèle pointait agressivement le panneau de la porte, montrant à Hugo comment l'alerte rouge signifiait que quelque chose n'allait pas. Ils avaient l'air frénétiques, chaotiques, exactement comme ils m'avaient toujours fait sentir. Je m'enfonçai dans le canapé, le cuir frais contre ma peau, et les regardai se disputer. Pour la première fois, je ne me sentis pas entraîné dans leur tempête. J'étais la tempête. On frappa. Je posai la tablette et me dirigeai vers la porte. Quand j'ouvris, un serveur se tenait là avec un petit plateau. « Votre tisane du soir, mademoiselle Dubois. »« Merci. » Il s'inclina et se retira. Je portai le plateau à l'intérieur, laissant l'arôme apaisant de la camomille remplir la pièce. Mais juste au moment où je prenais la première gorgée, ma tablette vibra. Alerte de sécurité. Tentative non autorisée d'accès à l'ascenseur de l'étage propriétaire. Appel depuis la suite VIP. Je laissai échapper un lent soupir. Bien sûr qu'ils essaieraient. Bien sûr qu'ils insisteraient. Bien sûr qu'ils croyaient pouvoir se frayer un chemin par la parole ou la menace dans un espace où ils n'avaient pas leur place. Je posai la tasse de thé et me dirigeai de nouveau vers la fenêtre, regardant la ville pulser sous moi. Ils grimpaient vers leur chute, pas à pas, ignorant que l'ascenseur qu'ils appelaient n'arriverait jamais. Pas pour eux. Pas ce soir. Jamais plus. Une autre notification clignota sur la tablette, minuit. Accès par carte révoqué. Un petit sourire se dessina sur mes lèvres, doux mais acéré. Minuit. Le début de la fin. Je me rassois sur le canapé, croisant les jambes, et appuyé sur play sur le flux de sécurité alors que la famille Beaumont découvrait que le monde qu'ils pensaient contrôler leur avait discrètement et définitivement échappé. L'horloge du grand-père dans le hall de la tour Hélios sonna minuit avec un carillon profond et résonnant qui vibra à travers les sols en marbre, échoant jusqu'au plafond voûté. C'était un son qui signalait habituellement l'élégance et le luxe. Ce soir, il signalait tout autre chose, la fin du règne des Beaumont. Je regardais le flux de sécurité depuis le pantouse du propriétaire, les jambes repliées sous moi sur la chaise longue en velours, une tasse de tisane à la camomille refroidie oubliée sur la table d'appoint. Mes yeux étaient fixés sur l'écran alors que la famille dont j'avais autrefois partagé le nom de famille déambulait dans le hall, ignorant que le monde tel qu'ils le connaissaient venait de s'effondrer sous leurs pieds. L'angle de la caméra captait tout, les talons trop hauts d'Adèle claquant d'un pas éméché contre le marbre, le bras d'Hugo enroulé paresseusement autour de sa taille, ma mère s'éventant agressivement avec un programme plié, et mon père marmonnant pour lui-même comme si les murs se refermaient sur lui. Ils avaient l'air épuisés, suffisants et inconscients. Exactement comme je me souvenais d'eux. Je tapotais l'écran, zoomant alors qu'ils approchaient de la rangée d'ascenseurs privés réservés aux suites VIP. Mon cœur battait à un rythme froid et régulier.
Adèle brandit sa carte d'accès devant le lecteur, le menton levé avec l'arrogance qu'elle portait depuis l'enfance. Rien ne se passa. La lumière clignota en rouge. Hug, qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc stupide, lança-t-elle. Hugo leva les yeux au ciel et prit sa carte. Bouge. Tu ne la passes jamais correctement. Il essaya. Lumière rouge. Il la repassa, plus fort. Lumière rouge, nette et impitoyable. Mon père s'avança, les écartant. Donnez-moi ça, aboya-t-il. Le système a des ratés toute la semaine. Probablement le personnel incompétent. Il pressa sa carte dorée contre le lecteur. Lumière rouge. Bip. Non, marmonna-t-il. Non, non, c'est ridicule. Il la repassa encore, et encore, ses mouvements devenant frénétiques, son visage rougissant, la sueur perlant à ses tempes. Ma mère essaya la sienne ensuite, la mâchoire serrée, les lèvres minces. Lumière rouge. C'est impossible, siffla-t-elle. Cet hôtel sait qui nous sommes. Adèle explosa la première. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi rien ne marche? Sa voix résonna sèchement dans le hall vide, rebondissant sur le marbre et les panneaux dorés. Hugo laissa échapper un soupir si dramatique qu'il aurait eu sa place sur une scène. C'est ridicule. Sommes-nous sérieusement bloqués dehors? Ils se tournèrent tous à l'unisson vers le bureau du directeur de nuit, comme une meute de loups irrités. La directrice de nuit, une jeune femme nommée Jasmine, ne sia pas alors que mon père se précipitait vers elle. « Excusez-moi » lança-t-il en claquant sa main sur le comptoir poli. « Nos cartes d'accès ne fonctionnent pas, réparez-les immédiatement. » Jasmine tapa calmement, son visage un masque de sérénité professionnelle. « Je suis désolé, monsieur Beaumont, dit-elle. Selon le système, votre accès VIP a été révoqué à minuit. » Mon père cligna des yeux, stupéfait. « Révoqué? Que voulez-vous dire par révoqué? Par qui? Par la propriétaire, monsieur. » Le silence qui suivit fut électrique. Je me penchai plus près de l'écran, incapable de retenir le petit sourire acéré qui se dessinait sur mes lèvres. Ma mère haleta, une main manucurée volant vers sa poitrine. La propriétaire? Pourquoi diable la propriétaire révoquerait-elle notre accès? Jasmine garda sa voix égale. Je ne peux pas en parler, madame. Mais vos privilèges de suite ne sont plus actifs. Adèle rit, un son aigu et strident. C'est ridicule. Savez-vous qui nous sommes? Nous venons dans cet hôtel depuis avant votre naissance. Jasmine répéta seulement, votre accès a été révoqué. Mon père se pinça l'arête du nez. Bon. Alors repassez la carte. Vous avez probablement fait une erreur. Nous l'avons déjà passée 3 fois, dit Jasmine. Elle a été refusée à chaque fois. La caméra capta le moment exact où Hugo se raidit, ses yeux se rétrécissant comme un prédateur sentant une faiblesse. Que voulez-vous dire par refuser? Exigea-t-il. Quel est exactement le solde impayé? Jasmine vérifia l'écran. 250 000 €. Adèle laissa échapper un son étranglé. Mon père eut l'air d'avoir reçu un coup de poing. Ma mère murmura, non. Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur technique. Jasmine secoua la tête. Les frais s'étendent sur les 6 derniers mois. Ils étaient auparavant couverts par des crédits de courtoisie, mais ceux-ci ont également été révoqués. Révoqués, répéta Adèle, sa voix se brisant. Pourquoi tout est-il révoqué? Hugo s'approcha de mon père, ses yeux acérés de mépris. Tu m'as dit que cette suite était offerte. Tu as dit que l'hôtel couvrait tout pour l'anniversaire. C'était le cas, rétorqua mon père. Tout fait partie de notre partenariat historique. Il n'y a aucun partenariat historique enregistré, corrigea doucement Jasmine. Il a expiré il y a 5 ans. La lèvre d'Hugo se retroussa. Alors tu m'as menti. Le visage de mon père se tordit. C'est un malentendu. Oh, c'est définitivement un malentendu, marmonna Hugo. Le malentendu, c'est que je suis marié à une famille qui ne peut même pas payer sa propre note d'hôtel. La mâchoire de ma mère tomba. Comment osez-vous nous parler comme ça, espèce d'ingrat? Hugo la coupa. Je suis reconnaissant pour beaucoup de choses, Patricia, mais payer une note d'hôtel d'1/4 de million d'euros n'en fait pas partie.
Il sortit sa carte en titane et la claqua sur le comptoir. Tenez, aboya Théil. Facturez tout sur celle-ci. Jasmine l'accepta prudemment et la passa dans le système. Approuvé. Hugo attrapa les nouvelles cartes d'accès que Jasmine lui tendit et en jeta 2 aux pieds de mon père. Voilà. J'ai payé votre ardoise. N'en faites pas une habitude. Mon père se pencha pour ramasser les cartes, l'humiliation gravée sur son visage. La fureur de ma mère se transforma en indignation tremblante. Adèle avait l'air d'avoir été giflée. Et Hugo, il se pavanait vers l'ascenseur, victorieux. Sauf que l'ascenseur ne bougea pas. Je tapotai le bouton de l'interphone sur ma tablette de contrôle, un flux audio direct connecté à la caméra de l'ascenseur permettant une communication à sens unique. Profitez de la chambre, dis-je tranquillement dans le microphone, tant que vous le pouvez. Adèle sursauta. Qui a dit ça? Mon père regarda directement dans la caméra de l'ascenseur. Hélène. Je ne répondis pas. Je coupai simplement le flux. De retour dans le Penthouse, je posai la tablette, ma respiration régulière malgré l'adrénaline qui me parcourait. C'était presque effrayant à quel point je me sentais calme en regardant leur monde s'effondrer. Presque. Je me levai, étirant la raideur de mes épaules, quand une autre alerte apparut sur la tablette, demande non autorisée. Approbation de réservation de salle de bal. Famille Beaumont. Le dossier de la demande se chargea automatiquement. Événement proposé, le gala d'investissement du Fonds pour l'avenir Beaumont. Mon estomac se serra. Mon père essayait d'organiser un autre événement d'opportunité, mais les documents financiers joints racontaient la véritable histoire, des projections falsifiées, des propriétés inexistantes listées comme des actifs garantis, des garanties d'investisseurs trompeuses, aucune inscription légale. Ce n'était pas juste négligent, c'était criminel. Exactement comme les combines dans lesquelles il avait essayé de m'impliquer avant que je ne parte. Je fis défiler plus loin dans le dossier et vis la liste des invités, des investisseurs VIP, de riches chefs d'entreprise, des visiteurs internationaux. Des gens qui faisaient confiance au nom Beaumont. Des gens qu'il prévoyait de tromper. Un feu s'alluma dans ma poitrine. Il ne volait pas seulement l'hôtel, il prévoyait d'utiliser ma salle de bal pour commettre une fraude. Je fermai le dossier et me tins au centre de la suite, respirant lentement et profondément. Une voix familière murmura au fond de mon esprit, « Ne fais pas de problème, Hélène. Tu as de la chance qu'on te laisse rester. Souris et sois jolie pendant que les adultes s'occupent des vraies affaires. » Mais je n'étais plus cette fille. J'étais l'adulte. La propriétaire. Celle qui avait le pouvoir de mettre fin à cela avant que cela ne détruise plus de vie. Mon téléphone vibra avec une nouvelle notification, tentative d'accès à la suite bloquée. Emplacement, ascenseur du niveau propriétaire. Je me dirigeais vers l'ascenseur, non pas avec peur, mais avec une détermination froide et constante. Il voulait grimper, il voulait pousser. Il voulait accéder à un monde qu'il n'avait pas gagné et ne méritait pas. Laissez-les essayer plus fort. Laissez-les frapper aux portes. Laissez-les crier mon nom. Parce que minuit était venu et passé, et j'en avais enfin fini d'être leur fille silencieuse. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur, entrant à l'intérieur alors que les portes s'ouvraient. Elles se refermèrent derrière moi avec une finalité décisive. Ce soir, je ne fuyais pas ma famille. Ce soir, je courais droit vers la vérité, vers la justice, vers le jugement qui avait été retardé bien trop longtemps. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la ville en une nappe d'or pâle, transformant la ligne d'horizon en un champ de verre et de feu. Je me tenais à la fenêtre du Penthouse, regardant la lumière se déverser sur les tours en contrebas, laissant le calme m'envahir. C'était le genre de matin qui aurait dû sembler calme, mais le calme était un luxe étranger pour quelqu'un qui avait grandi sous le nom de Beaumont. Mon thé restait intact sur la table, mon esprit déjà 5 coups en avance, anticipant déjà la tempête qui se préparait en bas. Finalement, le rythme quotidien de l'hôtel commença son lambourdonnement, les femmes de chambre poussant les chariots de linge, les chefs préparant le petit déjeuner, les préposés redressant costumes et cravates alors qu'ils commençaient leur service. La tour Hélios se réveillait comme un organisme vivant. Un que je possédais, un que je contrôlais. Un dont ma famille avait essayé de profiter sans jamais en comprendre le coup. Je me détournai de la fenêtre et tapotai sur la tablette de sécurité posée sur le canapé. Le flux de la salle à manger VIP s'ouvrit instantanément. Le personnel plaçait des arrangements frais d'orchidées sur chaque table, drapait des nappes blanches immaculées, polissait l'argenterie.
Les clients commençaient à arriver. Et puis, comme un nuage d'orage effaçant le soleil, la famille Beaumont arriva. Mon père portait une expression taillée dans la pierre, celle qu'il utilisait quand il voulait que le monde croie qu'il était en contrôle. Ma mère se cachait derrière d'énormes lunettes de soleil, bien que les cernes sous ses yeux soient visibles même à travers les verres teintés. Adèle traînait derrière eux, le visage bouffi de sommeil et de l'humiliation de la nuit dernière. Hugo gardait une légère distance, faisant défiler son téléphone avec l'indifférence d'un homme agacé d'être réveillé avant midi. Je zoomais. Il n'avait plus l'air victorieux. Il semblait déstabilisé, déséquilibré. À un pas de l'effondrement. Parfait. Je quittai le Pantouz et pris l'ascenseur de service jusqu'au couloir du salon, me glissant discrètement dans la salle à manger VIP par l'entrée latérale, invisible pour la famille, inaperçu des clients. Je me fondis dans la pièce avec la facilité de quelqu'un qui avait appris il y a longtemps à se rendre invisible quand c'était important. Je me dirigeai vers le buffet, prenant une petite assiette de fruits, me tenant à seulement quelques mètres de la table où mes parents venaient de s'asseoir. Ma mère remarqua la première. Sa tête se releva brusquement, ses lunettes de soleil glissant sur son nez. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent. « Toi » cracha-t-elle à voix basse en repoussant violemment sa chaise. Elle se leva si brusquement que la table trembla, faisant teinter l'argenterie. Les clients se tournèrent, les conversations s'interrompirent. Elle se précipita vers moi, la colère irradiant d'elle comme de la chaleur. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle. « Cet espace est réservé aux clients payants. » Je gardai un ton égal. « Je suis une cliente payante. » Elle ricana. « Avec quoi ? De la pitié ? De la petite monnaie ? Tu nous as embarrassés hier soir. Ça ne suffit pas ? Par avant que quelqu'un te voie. Quelqu'un m'a déjà vu, murmurai-je. Elle ignora l'avertissement, ou peut-être ne le comprit-elle pas. Elle me saisit le poignet, serrant fort. Tu gâches tout. Va manger dans le hall. Mon assiette bascula, les fruits vacillant sur la porcelaine. Je ne me dégageai pas. Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Mais ensuite, elle fit quelque chose qui figea toute la pièce. Elle fit tomber l'assiette de ma main. La céramique se brisa sur le sol en marbre avec un craquement sec et retentissant, éparpillant les myrtilles comme de l'encre renversée. Quelques gouttes éclaboussèrent mes chaussures et l'ourlet de mon pantalon. Des halètements résonnèrent dans la salle à manger. Ma mère se redressa, le menton haut. « Nettoie ça » dit-elle froidement. Mieux encore, par avant que j'appelle la sécurité moi-même. Je me penchai lentement, ramassant un morceau de l'assiette brisée. Non pas parce que je me sentais petite, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment exactement tel qu'il s'était produit. Je me relevai, croisant ses yeux. « Tu sembles stressé » dis-je. Elle cligna des yeux. « C'est parce que tes cartes de crédit ont été refusées hier soir ?» Les mots atterrirent comme une allumette jetée dans une pièce pleine d'essence. Quelques clients s'étouffèrent avec leur café. Mon père se raidit si violemment que sa chaise racla en arrière. « Qu'est-ce que tu viens de dire » murmura ma mère. Je parlais plus fort. « Vos cartes ont été refusées. Toutes. Même celles de papa. Vous n'auriez pas pu payer votre suite si Hugo n'était pas intervenu. Vous dormiriez dans le hall. » Son visage devint blême. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » balbutia-t-elle. « Nos finances ne te regardent pas apparemment, elles regardent l'hôtel, répliquai-je, la voix aussi froide que le marbre. Puisque vous leur devez plus d'1/4 million d'euros. Arrête, gronda mon père, se levant à moitié de son siège. Tu ne parles pas à ta mère comme. Mais il ne finit pas, car Hugo avait enfin levé les yeux. Il ne riait plus. Son regard dériva vers mon poignet et se figea. La montre. Vintage. Rare. Un chef-d'œuvre de collectionneur connu seulement de ceux qui possèdent une vraie fortune. Ses yeux s'écarquillèrent, choc, reconnaissance, peur. Il se leva lentement, chaque seconde révélant une compréhension plus profonde. « Qui es-tu » articula-t-il silencieusement. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je posai le morceau de céramique brisé sur leur table et me tournai pour partir. Le silence qui me suivit était suffocant. J'avais presque atteint la sortie quand un cri strident retentit dans la salle à manger. « Excusez-moi. » La voix d'un client, non dirigée vers moi, mais vers un coin éloigné de la pièce. Je me tournai.
Un jeune serveur, à peine 18, peut-être 19 ans, se tenait là, les mains tremblantes, tenant un plateau de café. Le monsieur plus âgé qui avait crié se pencha en avant sur sa chaise, le visage rouge. « J'ai demandé du lait de soja », aboya-t-il. « Est-ce si difficile à comprendre ?» La jeune fille balbutia une excuse, mais l'homme lui jeta sa serviette. Mon estomac se tordit. Cet hôtel avait été mon sanctuaire depuis que j'avais commencé à reconstruire ma vie. Son personnel était ma deuxième famille, la seule famille qui m'avait montré un soutien inconditionnel. Mais avant que je puisse intervenir, Jasmine, la directrice de nuit de la veille, s'interposa. « Monsieur, dit-elle calmement, ça suffit. » Le client grogna. « Savez-vous qui je suis ? » « Non, dit-elle. »« Et ça n'a pas d'importance. Vous ne parlez pas à mon personnel comme ça. » Il balbutia, outré, mais Jasmine tint bon. La voir défendre quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre fit s'installer quelque chose en moi. C'était l'hôtel que j'avais bâti. C'était le leadership que je voulais. C'était la norme. Je quittais la salle à manger le cœur plus léger. Mais à l'instant où j'entrais dans le couloir principal, mon téléphone vibra violemment dans ma main. Une notification de texto illumina l'écran, urge. Irrégularité financière trouvée. Vous devez voir ça. Larcher. Mon pouce accéléra. Je me hâtai vers l'ascenseur exécutif et descendis à l'étage administratif. Larcher m'attendait devant le bureau des finances. Il avait l'air sombre. « Qu'avez-vous trouvé ?» demandai-je. Il fit un geste vers la salle de conférence aux parois de verre. C'est pire que nous le pensions. Je le suivis à l'intérieur. 2 comptables étaient assis avec des ordinateurs portables ouverts, des feuilles de calcul étalées sur la table. Des lignes de frais surlignées en rouge remplissaient chaque écran. Larcher me tendit un rapport imprimé. Mon estomac se noua en parcourant les chiffres. Frais de chambre, facture de spa, multiples dîners à 6 plats, chauffeur privé, consommations illimitées au bar, pré-réservation d'événements. Tout offert, tout impayé, tout frauduleux. Depuis combien de temps, murmurai-je. Plus d'1 an, répondit Larcher. La direction précédente n'arrêtait pas de couvrir, s'attendant à ce que les Beaumont remboursent éventuellement. Et ils ne l'ont jamais fait. Non. Ils ont continué à exploiter le système. Et hier, ils ont demandé autre chose. Il me tendit un dossier séparé. Un contrat de gala. Pas n'importe quel gala. Un événement de collecte de fonds. La soirée d'investissement Héritage Beaumont. La brochure avait l'air professionnelle, élégante, brillante. Mais les chiffres à l'intérieur racontaient une histoire différente. Des rendements projetés fictifs, des actifs listés inexistants, des garanties d'investisseurs illégales. C'est une arnaque, murmurai-je. Larcher hocha la tête. Votre père a soumis les documents pour l'organiser ce soir. Je laissai tomber le dossier sur la table, les pages s'éparpillant comme du verre brisé. Il veut utiliser mon hôtel pour commettre une fraude. Oui, dit Larcher tranquillement. Les comptables échangèrent des regards mal à l'aise. Et vous savez ce qui se passe, ajouta-t-il, si des investisseurs perdent de l'argent sous notre toit. Des poursuites, murmurai-je. Des enquêtes réglementaires. Des dommages à la réputation. Nous pourrions perdre notre licence d'exploitation. Je pressai mes paumes contre la table en verre froide, me recentrant. Ce n'était plus juste personnel. C'était criminel. Et c'était sur le point de se dérouler à l'intérieur de mon bâtiment. « Que voulez-vous faire ?» demanda Larcher. Je me redressai, ma colonne vertébrale se tendant comme de l'acier. « Nous continuons, dis-je. Laissez-le préparer la scène. Laissez-le rassembler les investisseurs. Laissez-le révéler son plan. » Larcher étudia mon visage. Et puis je croisai son regard, inébranlable. Nous l'exposons. Son souffle se coupa un instant, que ce soit de peur ou d'admiration, je ne saurais le dire. Il hocha la tête une fois. Alors nous terminons les préparatifs, dit-il. J'y serai, répondis-je. Mais pas en tant que moi-même. Ses sourcils se haussèrent. Je souris. Pas un sourire doux cette fois, mais froid et certain. Pour ce qui le concerne, murmurai-je, j'ai cessé de faire partie de la famille Beaumont il y a des années. Je rassemblai les papiers, les glissant sous mon bras, et me dirigeai vers la porte. Derrière moi,
Larcher parla une dernière fois. Mademoiselle Dubois, c'est une justice attendue depuis longtemps. En entrant dans le couloir, je me murmurai à moi-même, ce n'est pas de la justice. Mes doigts se resserrèrent autour du dossier. C'est la vérité. Et ce soir, la vérité sera enfin plus forte que le nom Beaumont. L'eau turquoise de la piscine sur le toit de la tour Hélios scintillait sous le soleil de midi, projetant des ondulations lumineuses sur les dalles de pierre ivoire. Mais même de loin, la sérénité de la scène était brisée par le son de la voix de ma sœur, aiguë, grinçante, dégoulinant de ce genre de suffisance qui avait empoisonné chaque pièce où elle était entrée. J'étais monté ici pour parler avec le responsable des événements, pour finaliser les préparatifs discrets de la révélation de ce soir. Mais dès que j'ai mis le pied sur la terrasse ensoleillée, je me suis figé. Adèle se tenait à côté d'une cabane privée, les mains sur les hanches, son expression tordue d'irritation. Devant elle, à genoux sur les carreaux brûlants, se trouvait Madame Leblanc, une femme de ménage qui travaillait à la tour Hélios depuis plus de 2 décennies, une femme dont la gentillesse faisait autant partie de cet hôtel que les sols en marbre et les vues sur l'horizon. Elle était à genoux, frottant de la crème solaire qu'Adèle avait très clairement jetée par terre elle-même. Ma mâchoire se serra. Adèle tapa du pied avec impatience, ses lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne de travers. J'ai dit tout enlever. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre, lança-t-elle. Vous, les gens, êtes payés pour nettoyer, alors nettoyez. Madame Leblanc grimaça, déplaçant son poids avec une douleur évidente dans les genoux. Mademoiselle, la serpillière serait plus efficace. J'ai juste besoin de... Adèle la coupa. Pas de serpillière. Je veux que ce soit impeccable. À 4 pattes, ou je vous signale pour insubordination. Quelques clients qui prenaient un bain de soleil levèrent les yeux de leur chaise longue, fronçant les sourcils devant le spectacle. Adèle s'en fichait. Elle ne s'était jamais souciée. Elle ne savait que jouer la cruauté quand elle se sentait impuissante. Et après la nuit dernière, après l'accès révoqué et l'humiliation, elle était désespérée de se sentir à nouveau puissante. Hugo se prélassait dans la cabane derrière elle, sirotant un cocktail comme si le monde existait pour son amusement. Il sourit d'un air narquois alors que Madame Leblanc continuait de frotter. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine, un feu fait de chaque insulte, chaque mépris, chaque moment où ma famille avait traité des êtres humains comme des meubles. Je m'avançai. Levez-vous, Madame Leblanc. Ma voix porta à travers la terrasse, calme mais assez ferme pour fendre l'air comme une lame. Madame Leblanc se figea, ses épaules tremblant légèrement. Elle leva les yeux vers moi avec un mélange de soulagement et de peur. Mademoiselle Dubois, je ne veux pas de problème. Ce n'est pas vous qui avez des problèmes, dis-je doucement. Adèle se retourna, la surprise traversant son visage avant de se transformer en hostilité. Oh, génial, marmonna-t-elle. Tu es là. Tu ne peux pas aller faire ton drame ailleurs. Je l'ignorais. Madame Leblanc, dis-je, gardant mon ton stable, s'il vous plaît, levez-vous. Lentement, douloureusement, la femme plus âgée se releva. Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait ses paumes sur son uniforme. Adèle ricana. Excuse-moi, tu n'as pas à t'en mêler. Cette femme travaille pour nous. Non, répondis-je. Elle travaille pour la tour Hélios. Elle travaille pour moi. Adèle cligna des yeux, confuse. Toi? Ne sois pas ridicule. Son rire était cassant, creux. Tu es juste là pour mendier de l'attention, ricana-t-elle. Toujours si désespérée de te sentir importante. Je m'approchai, me plaçant directement entre elle et Madame Leblanc. Tu as fait tomber cette bouteille de crème solaire exprès. Et alors, lança Adèle. Des gens comme elle nettoient après des gens comme nous. C'est comme ça que ça marche. Elle devrait être reconnaissante d'avoir un travail. Un calme glacial et aigu s'installa en moi. Cette femme a donné 20 ans de loyauté à cet hôtel, dis-je tranquillement. Elle a gagné plus de respect que vous ne serez jamais capable d'en montrer. Adèle leva les yeux au ciel. Garde tes discours. Tu ne peux pas me faire m'excuser. Je peux, répondis-je. Et je le ferai. Je me tournai vers Madame Leblanc. Vous êtes relevée pour la journée, avec salaire. Veuillez vous présenter au bureau de la direction demain matin. Ses yeux s'écarquillèrent, des larmes montant au bord. Mademoiselle. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, dis-je. Allez vous reposer.
Alors qu'elle s'éloignait, les épaules tremblantes d'émotion, Adèle rejeta ses cheveux en arrière et marcha vers moi. « Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ?» exigea-t-elle. « Tu ne diriges pas cet endroit. » Je m'approchai, si près qu'elle n'eut d'autre choix que de me regarder dans les yeux. « Tu as agressé un membre du personnel, » dis-je. « Tu l'as humilié. Tu as abusé de ton statut. » Adèle ricana. « Oh, s'il te plaît. Ce n'est rien. » « Non, dis-je. C'est tout. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, elle leva la main et me gifla. Le son résonna sur la terrasse de la piscine, assez fort pour que mon visage tourne sur le côté, assez fort pour fendre l'intérieur de ma lèvre. Des halètements éclatèrent derrière moi, clients, personnel, même Hugo se redressa. Adèle se pencha, sa voix tremblant de rage. « N'essaie plus jamais de m'embarrasser. Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. » Je levai lentement la main, touchant la piqûre chaude sur ma joue. Je ne reculai pas. Je ne pleurais pas. Au lieu de cela, je me redressai et la regardai droit dans les yeux. « Tu paieras pour ça, » murmurai-je. Quelque chose vacilla dans son expression, incertitude, peur. Elle recula. « Qu'est-ce que tu » Je sortis mon téléphone, tapai un seul message à l'archer et au service juridique. Initier le protocole de protection du personnel. Porteur plainte, agression, harcèlement. Signifier les papiers avant le dîner. Ajouter une pénalité de 50 000 € de dommages et intérêts à leur compte. La bouche d'Adèle s'ouvrit alors que la réalité s'abattait sur elle comme une ombre. « Tu n'oserais pas » murmura-t-elle. Je baissai mon téléphone. Je l'ai déjà fait. Elle poussa un cri, un son strident et sauvage, et quitta la terrasse en trombe, bousculant des chaises, renversant une petite table, trébuchant presque sur sa propre rage. Hugo se leva à moitié de son siège, la regardant partir, puis se tourna lentement pour me regarder. Il ne parla pas, mais ses yeux disaient tout, peur, reconnaissance, compréhension. L'équilibre du pouvoir avait basculé, et il le savait. J'essuyai une petite trace de sang de ma lèvre et pris une profonde inspiration. Un préposé de piscine s'approcha nerveusement. « Mademoiselle Dubois, devons-nous alerter plus de sécurité ?» « Non, dis-je. Continuez comme d'habitude. » Car plus tout semblait normal, plus il serait difficile pour les Beaumont de réaliser dans combien de pièges ils tombaient. Je me dirigeai vers le couloir de service, loin des spectateurs stupéfaits, et me glissai dans le couloir calme et ombragé qui menait aux salles d'archives. À mi-chemin, je sentis une main se refermer sur mon épaule. Mon corps réagit instantanément, mes muscles se tendant, mon souffle se coupant. Mais quand je me retournai, je me trouvais face à la dernière personne que je voulais voir, mon père. Il avait l'air terrible. Costume froissé, cerne sous les yeux, le désespoir suintant de chaque ligne de son visage. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de pourri et d'animal. « Je te cherchais partout » siffla-t-il. « Nous devons parler. » Je me dégageai de sa main. « Nous n'avons pas besoin de parler. »« Si, nous en avons besoin » lança-t-il. « Tu vas me donner 50 000 €. Un rire sans humour m'échappa. « Non, je ne le ferai pas » sa mâchoire tressaillit. « Ne joue pas à l'idiote, Hélène. Je sais que tu as de l'argent de côté. Tu as toujours tout amassé, tes bourses, tes économies, ton héritage. » Mon héritage, le coupai-je sèchement. « L'héritage que tu as vendu pour des vacances. » Il me foudroya du regard. « J'ai besoin de cet argent. L'hôtel exige un acompte pour le gala de ce soir. Si je ne paie pas, tout s'effondre. »« Alors laisse-le s'effondrer, » dis-je. Son visage devint violet. « Espèce d'ingrate. C'est moi qui t'ai élevé. Tu m'as exploité. » Il recula comme si la vérité l'avait frappé plus fort qu'Adèle n'aurait jamais pu le faire. « Tu veux que je finance un gala frauduleux, » dis-je. « Tu veux que je finance tes crimes. Ce sont les affaires, » cracha-t-il. « C'est illégal. » Son expression se tordit. « Donne-moi l'argent, ou... »« Ou quoi ?» le défiai-je. Il leva la main, un poing, se préparant à frapper. Pendant une fraction de seconde, le couloir devint flou. Je n'étais plus dans la tour Hélios, j'avais 16 ans, reculant devant sa rage. Mais avant qu'il ne puisse frapper, une voix coupa l'attention. « Richard. » Hugo apparut du coin,
sa posture rigide, ses yeux brûlants de choc. Je ne ferai pas ça, dit-il tranquillement. Mon père se figea. Hugo me regarda, non pas avec mépris, non pas avec arrogance, juste avec une prise de conscience. Tu n'es pas celle qu'il pense que tu es, dit-il à voix basse. N'est-ce pas? La chaleur de ma joue giflée pulsait au rythme de mon cœur. Je ne répondis pas. Ces mots suivants étaient à peine audibles. Que es-tu exactement, Hélène? Je m'écartai de leur portée, redressant mon manteau. Vous le découvrirez, dis-je. Puis je m'éloignai, laissant les deux hommes debout dans le couloir étroit et sombre, l'un bouillonnant, l'autre secoué. À l'étage, les préparatifs pour le gala du Fonds pour l'avenir Beaumont avaient déjà commencé. Et ce soir, la vérité entrerait dans la salle de bal avec moi. La porte de la suite royale se referma derrière moi avec un son creux et résonnant alors que j'entrais, l'ordre de ma mère résonnant encore dans mes oreilles comme une gifle, si tu veux rester dans cet hôtel sans que j'appelle la police, tu te rendras utile. L'audace aurait été risible si elle n'avait pas été si familièrement cruelle. Chloé, non, Adèle, se tenait déjà sur un piédestal au centre du salon de la suite, les bras écartés de manière dramatique comme si elle se préparait pour un couronnement plutôt qu'un portrait de famille. La longue robe blanche qu'elle portait moulait son corps de toutes les mauvaises manières, froissée le long des coutures, les manches perlées inégales, la fermeture éclair légèrement ouverte dans le dos. Elle ne remarquait rien de tout cela. Elle était trop occupée à crier après le technicien lumière de l'équipe de photographie que l'hôtel avait fait monter 15 minutes plus tôt. « Réglez le projecteur », lança-t-elle. Il rend ma peau blafarde. Et faites quelque chose pour le reflet de ses fenêtres. Honnêtement, est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'il fait? Sa voix grinçait contre les murs de marbre et de verre. Je me tenais tranquillement près du défroisseur à vapeur, attendant. Non pas parce que j'étais réellement son assistante, Dieu sait que non, mais parce que ce rôle me donnait un accès. Et j'avais besoin d'un accès aux gens, aux objets, aux choses qu'elle pensait être ses trésors. Des choses dont elle ne réalisait jamais qu'elle pourrait l'exposer. Enfin, dit-elle en m'apercevant. Tu es là. Il était temps. Je ne répondis pas. Je branchai le défroisseur, regardant la petite lumière rouge clignoter. Occupe-toi de ma traîne d'abord, ordonna Adèle. Elle traîne. Je jure que ces créateurs ne savent pas comment habiller de vraies femmes avec de vraies courbes. Elle n'avait pas de courbes. Elle avait de l'argent emprunté, et la conviction que cela pouvait remplacer la conscience de soi. Je me dirigeai vers la robe, laissant la vapeur dériver sur le tissu. La brume chaude s'enroula contre la soie, libérant les plis presque instantanément. En travaillant, je remarquai quelque chose sur le fauteuil en velours à côté du piédestal. Un sac Birkin d'Hermès orange vif. Adèle l'avait exhibé à chaque occasion. Elle prétendait que Bernard, non, Hugo, le lui avait acheté à Paris, mais même de loin, je savais que c'était un faux. Je me rapprochai, sous prétexte d'ajuster la traîne. Mes doigts effleurèrent le cuir, trop fin, trop brillant. La couture était inégale, la quincaillerie trop réfléchissante. Puis je le vis. Un reçu d'expédition dépassant de la poche intérieure. J'inclinai mon corps juste comme il fallait et sortis mon téléphone de mon manteau, le protégeant avec ma main. Je pris 3 photos, le sac, la couture, le reçu contrefait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un levier. Le genre de levier qui compte quand tout le reste part en fumée. Tu as bientôt fini, lança Adèle. Je reculai. Presque. Presque n'est pas suffisant. Elle se regardait dans le miroir, touchant ses joues, lissant ses cheveux, obsédée par des imperfections dont personne ne se souciait. Le piédestal sur lequel elle se tenait vacilla légèrement alors qu'elle déplaçait son poids. Tu sais, dit-elle, sa voix épaisse de satisfaction personnelle, tu as de la chance que je te laisse m'aider. La plupart des gens tueraient pour ce genre d'accès. Être proche des gens qui comptent. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Un bruit de glissement attira mon attention vers les portes du balcon. Elle s'était ouverte silencieusement et Hugo entra, son téléphone collé à l'oreille. Son visage avait l'air usé pour la première fois. Pas suffisant, pas arrogant. Juste tendu. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il s'enfonçait dans la suite. Je contournai le dos du fauteuil et m'accroupis, faisant semblant de lisser l'ourlet de la robe d'Adèle. Les rideaux tombaient assez bas pour que je puisse me cacher derrière si nécessaire. Hugo faisait les 100 pas près de la balustrade du balcon, assez près pour que j'entende chaque mot.
Chérie, murmura-t-il dans le téléphone. Tu n'écoutes pas. Je ne peux pas parler longtemps. Son ton était urgent. Trop urgent. Mon estomac se serra. Je t'ai dit que l'argent arrive, continua-t-il. C'est ce soir. Richard a les investisseurs alignés comme des moutons. Il pense qu'il sauve son héritage. L'idiot. Je me figeai. Mon sang se glaça. Et pour elle, la femme au téléphone avait dû demander. Elle n'est rien, dit-il. Adèle ne saura rien. Elle pense que nous achetons une maison à Chamonix. Mon Dieu, elle est crédule. Il marqua une pause, vérifiant sa montre. Une fois que les fonds auront atteint le compte offshore demain matin, je me tire. Premier vol pour Rio. Juste toi et moi, chérie. Chaque mot se gravait dans la pièce comme une lame. Il ne se doute de rien, murmura Hugo. Il pense que je suis le mari parfait. Et Adèle, mon Dieu, elle pense que nous construisons un avenir. L'avenir que je construis n'inclut aucun d'entre eux. Je pressai mon dos contre le fauteuil, stabilisant ma respiration. Mon pouls martelait contre ma cage thoracique, chaque battement un rappel de la fragilité de leur château de cartes. Hugo termina l'appel, glissa son téléphone dans sa poche et se redressa. Il ne me remarqua pas caché derrière le rideau. Il ne reconnut pas que tout son plan venait d'être enregistré en audio cristallin par le microphone attaché à mon badge de sécurité. Je sauvegardai le fichier sur le cloud de l'hôtel, 2 fois, et sortis de ma position accroupie juste à temps. De l'eau, cria Adèle, tapant du pied. Est-ce que quelqu'un n'écoute? J'ai dit de l'eau. Je sortis calmement de derrière les rideaux. J'arrive, dis-je, ma voix douce et stable. Mais à l'intérieur, quelque chose d'aigu et de triomphant se déploya. Hugo et mon père planifiaient une fraude d'une ampleur catastrophique. Hugo trichait, volait, prévoyait de s'enfuir. Et Adèle, elle serait prise au dépourvu par la tempête qu'elle avait aidé à créer. Mais personne ne verrait la foudre avant qu'elle ne frappe. Je me dirigeai vers la table à manger où un pichet en argent transpirait sur un plateau. Je versai de l'eau dans un verre en cristal, le posai sur un petit plateau doré et me retournai, pour me figer à nouveau. Ma robe. La robe que j'avais préparée plus tôt pour le gala. La robe que j'avais choisie avec soin, simple mais élégante, était en lambeaux sur le lit. La soie déchirée en rubans sauvages, les bretelles coupées, le corsage tailladé. Adèle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, tenant une paire de ciseaux. « Oh, dit-elle d'un air léger. Tu avais laissé ça là? Ça avait l'air si bon marché. Je pensais que tu prévoyais de nous embarrasser à nouveau. » Ma gorge se serra. Elle inclina les ciseaux avec un sourire narquois. « Oups. » Je me dirigeai lentement vers le lit, pris une bande de soie entre mes doigts, la laissai tomber. C'était délibéré. C'était calculé. C'était censé briser quelque chose en moi. Mais la chose qu'elle voulait briser n'était plus là. Elle attendit les larmes. Elle attendit la colère. Elle attendit la réaction qu'elle pourrait utiliser comme une arme. Au lieu de cela, je souris doucement. « Tu as raison, dis-je. Cette robe n'était pas assez bien. » Elle fronça les sourcils. « Excuse-moi. Elle ne convenait pas à l'occasion. » Puis je passai devant elle et pris le téléphone de la suite. En quelques secondes, la boutique de haute couture de la Tour Hélios répondit. « C'est Hélène, dis-je. J'ai besoin que toute la collection haute couture d'automne soit apportée à la suite présidentielle dans les 10 minutes. Et apportez les diamants du coffre. » La femme à l'autre bout du fil haleta doucement. « Tout de suite, mademoiselle Dubois. » Je raccrochai et me retournai vers Adèle. Elle avait l'air confuse, désorientée, comme si elle avait brandi une batte pour se rendre compte qu'elle avait frappé de l'acier au lieu de verre. « Pauvre chose, marmonna-t-elle. Tu penses que tu peux prétendre être quelqu'un d'important. » « Non, dis-je doucement en m'approchant. Je n'ai pas à prétendre. » Il n'y avait aucune chaleur dans mon ton, juste la vérité. Elle cligna des yeux, déstabilisée. Des pas résonnèrent dans le couloir. 3 stylistes se précipitèrent, poussant des portants de robes scintillantes, soie, velours, cristaux cousus à la main. Une garde-robe valant plus que tout le patrimoine de la famille Beaumont. Les stylistes s'inclinèrent légèrement. « Mademoiselle Dubois, » dit la responsable. « Vos sélections sont prêtes. » Je me dirigeai vers le miroir alors qu'il commençait à préparer la robe. Argentée,
sculptée, radieuse, comme si elle était forgée de clair de lune et d'armure. Derrière moi, Adèle restait sans voix. Pour la première fois de sa vie, elle réalisa enfin. Pendant tout ce temps, elle pensait se tenir au-dessus de moi, mais elle n'en avait jamais été proche. Et ce soir, quand les lumières de la salle de bal s'allumeraient, elle verrait exactement de quelle hauteur elle allait tomber. La robe bougeait comme de l'argent liquide alors que j'entrais dans le grand hall à l'extérieur de la salle de bal de la tour Hélios, chaque cristal captant la lumière et la dispersant sur le marbre comme des étoiles brisées. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi avant même que je commence ma descente, des halètements doux, des remarques murmurées, des changements subtils de posture alors que les invités se redressaient, sentant quelque chose changer dans la pièce. L'énergie changea, subtile mais indubitable. Pendant un instant, je me tins en haut du grand escalier, regardant la foule en contrebas. Des investisseurs, des mécènes, des arrivistes en robes scintillantes et costumes sur mesure, des gens qui vivaient pour le spectacle, pour le privilège, pour la proximité du pouvoir. Ils ne savaient pas encore qu'ils étaient sur le point d'assister à l'implosion de l'héritage Beaumont. Ce soir, ils s'attendaient à un gala d'investissement exclusif, une présentation par Richard Beaumont lui-même. Ils n'avaient aucune idée que le vrai spectacle avait déjà commencé. Je posai une main légèrement sur la rampe, un geste de contenance, pas de besoin, et commençai ma descente, marche par marche lente. Les murmures ondulaient jusqu'en haut de l'escalier. Qui est-elle? Est-ce l'une des investisseurs? Cette robe. Elle a l'air importante. Le mot importante me suivit comme une ombre. En bas, ma famille était rassemblée près de l'entrée de la salle de bal. Ma mère ajustait son collier, éblouissant et excessif comme toujours. Mon père faisait les 100 pas, tenant le dossier de présentation en cuir qui, croyait-il, contenait les plans frauduleux et les projections financières qu'il prévoyait de vendre. Adèle se tenait à côté de lui, renfrognée, son humiliation antérieure encore fraîche sur son visage. Hugo avait l'air de s'ennuyer, ou de le feindre. Mais quand ses yeux se levèrent et me trouvèrent dans les escaliers, son expression se crispa en quelque chose de plus vif, reconnaissance, peur, compréhension. Ma mère fut la suivante à me remarquer. Sa mâchoire tomba, ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent comme si elle regardait une usurpatrice s'introduire dans son projecteur. Mon père se figea en plein geste, me regardant comme si un fantôme s'était matérialisé. Et Adèle, pauvre Adèle, furieuse, en plein effondrement, me regarda comme si elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un qu'elle pensait si inférieur à elle pouvait maintenant la dominer sans effort. La robe avait été conçue pour des moments comme celui-ci, côte de mailles d'argent et soie drapée douce, chaque mouvement un murmure de richesse et de guerre. Des diamants ornaient mon cou en une cascade brillante, froid contre ma peau. Des diamants de la boutique, du coffre. Ni empruntés, ni loués. Possédés. Quand j'atteignis la dernière marche et posai le pied sur le sol en marbre, la foule s'écarta pour moi instinctivement, comme l'eau se déplace autour de quelque chose qu'elle ne peut pas toucher. Je marchai droit vers ma famille. Les lèvres d'Adèle se courbèrent en un ricanement. Tu penses que porter une robe de soirée te rend spécial? Je me penchai, juste assez près pour qu'elle seule entende. Ça me rend visible. Elle tressaillit, reculant comme si les mots étaient une gifle. Ma mère força un sourire cassant. Tu dois te tromper sur le code vestimentaire, dit-elle sèchement. C'est une présentation d'affaires, pas le cirque que tu tentes de monter. Je gardai mon regard stable. Si c'est un cirque, alors je suis trop bien habillé. Mon père me foudroya du regard avec la même autorité répétée qu'il avait utilisée toute ma vie. Tu n'as rien à faire ici, Hélène. Tu n'étais pas invitée. Non, dis-je. Je ne l'étais pas avant qu'il ne puisse se délecter de ce qu'il pensait être une victoire. Monsieur Durand, l'un des principaux investisseurs de la soirée, s'approcha avec sa femme. Richard, dit-il en lui tapant sur l'épaule. Est-ce l'oratrice principale? Elle a l'air d'être la star de la soirée. Le visage de mon père pâlit. La bouche d'Adèle s'ouvrit. Hugo s'étouffa avec son champagne. Je souris à Monsieur Durand. Juste une cousine éloignée, dis-je, laissant le mensonge s'installer comme mon père l'avait prévu. Venu pour observer. Il rit chaleureusement. Eh bien, vous embellirez certainement les photos ce soir. Il s'éloigna, mais le mal était fait. Les doigts de mon père se resserrèrent autour de son dossier. Tu dois partir, siffla-t-il à voix basse. Tu gâches tout. Je tendis la main nonchalamment et touchai le bord du dossier de présentation en cuir qu'il tenait.
Tout, demandai-je doucement. Ou l'arnaque que tu es sur le point de commettre. Son visage se vida de toutes couleurs. Avant qu'il ne puisse retirer le dossier, le maître d'hôtel s'approcha. Monsieur Beaumont, monsieur, dit-il poliment. La salle de bal est prête pour que votre groupe s'installe. Mon père hocha la tête, raide. Les invités entrèrent en masse. Les lustres scintillaient au-dessus, projetant des prismes de lumière sur les tables drapées de lin blanc. Une musique douce jouée par un quatuor à cordes à l'autre bout de la pièce. L'atmosphère semblait grandiose, élégante, pleine d'attente. Je pris place au bout de la table, loin de la tribune, loin de la tête de table où mon père se tiendrait bientôt, mais assez près pour tout observer. Le plat principal arriva. Les invités discutaient entre eux, les verres de champagne captant la lumière des bougies. Puis, au centre de la table, Hugo leva sa flûte de champagne et tapa sur le verre avec une cuillère. La salle se tut. Il se leva, la posture droite, l'expression polie, la voix douce. « Je propose un toast », annonça-t-il. Mon estomac se serra. « À la famille Beaumont », continua-t-il, et mes parents rayonnèrent. Pour leur vision, leur leadership et leur dévouement à l'héritage. Les invités applaudirent poliment. Mais ensuite, Hugo se tourna vers moi. Et à Hélène, ajouta-t-il, levant son verre plus haut. Les applaudissements s'éteignirent. Son sourire s'aiguisa. Le plus grand projet de charité des Beaumont. Ma mère rit bruyamment, hochant la tête en signe d'encouragement. Mon père sourit, fier. Les yeux d'Adèle brillaient de malice. Je sentis la pièce se tendre, l'attention se déplacer, l'incertitude s'installer. Hugo n'avait pas fini. À la fille que, dit-il, marquant une pause dramatique, nous avons autrefois sorti de la garde à vue du commissariat pour vol à l'étalage de cosmétiques. Un halètement parcourut la table. Ma poitrine se serra, mais pas de douleur. De clarté. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était de la provocation. Ma mère toucha son cœur de façon dramatique. Nous avons tellement essayé de l'aider, soupira-t-elle. Mais on ne peut aider quelqu'un que jusqu'à un certain point. Monsieur Durand me regarda avec désapprobation. Adèle sourit comme si elle venait de gagner quelque chose. Hugo baissa son verre et se pencha en arrière, satisfait. Mon père me regardait comme s'il attendait que je craque. Mais la chose qu'ils attendaient tous, l'effondrement, les larmes, les excuses, n'arriva pas. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'installa avec une immobilité terrifiante. Je me levai, lentement, délibérément. La robe argentée murmura contre le marbre alors que je me levais. Je saisis mon verre de vin, non pas pour le boire, mais pour le lever. Et puis, d'un mouvement sec, je le claquai contre la table. Le cristal se brisa. Le vin rouge éclaboussa le lin blanc comme du sang répandu. Toute la salle de bal se figea. Assez, dis-je, ma voix tranchant le silence. Le sourcil de mon père tressaillit. Ma mère pâlit. Hugo déglutit difficilement. Adèle cligna des yeux, confuse. Je balayai la table du regard, puis la pièce. Vous avez eu toutes les opportunités, dis-je, la voix stable. Chaque chance d'arrêter. Chaque chance d'être meilleur. Mes yeux se fixèrent sur mes parents. Mais vous avez choisi la cruauté. Puis vers Adèle. Tu as choisi l'humiliation. Puis vers Hugo. Tu as choisi la tromperie. Et enfin, je soulevai le dossier en cuir de la table d'appoint à côté de moi. Mon dossier. Celui que j'avais échangé avec celui de mon père. Et ce soir, dis-je en le brandissant, vous choisissez les conséquences. Mon père se leva brusquement, le visage tordu. Hélène, assieds-toi. Maintenant. Je l'ignorais et me dirigeai vers la scène, alors que les lumières au-dessus vacillaient, pile au bon moment. Monsieur Larcher avait exécuté le signal. Les lustres s'assombrirent, les projecteurs se resserrèrent, et toute la salle de bal devint immobile. Je montai les marches jusqu'à la tribune et fis face à un public de 500 personnes. Mesdames et messieurs, dis-je, j'aimerais présenter quelque chose avant mon père. Je cliquai sur la télécommande. L'écran derrière moi s'illumina, non pas avec les projections frauduleuses de mon père, mais avec la première page des documents de saisie du domaine Beaumont. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Mon père se jeta en avant. Éteins ça. J'appuyai sur un autre bouton. Des captures d'écran de dettes impayées apparurent,
puis des registres comptables falsifiés, puis des tentatives de virement bancaire. Puis le fichier audio. La voix d'Hugo emplit toute la salle de bal. Tu n'as aucune idée de ce à quoi j'ai affaire. Ces gens sont des idiots. Une fois que les fonds auront atteint le compte offshore demain matin, je me tire. Le chaos éclata. Adèle hurla. Ma mère s'effondra en arrière sur sa chaise. Hugo se précipita en avant, les yeux fous, mais la sécurité l'intercepta avant qu'il n'atteigne la scène. Je restai immobile, intouchable, une tempête silencieuse en argent. Ce soir, dis-je, la vérité se tient dans votre salle de bal. Et alors que la police commençait à affluer dans la pièce, que les investisseurs criaient, que tout ce que ma famille avait bâti s'effondrait, je ressentis enfin quelque chose que je n'avais jamais ressenti parmi les Beaumont, libres. La salle de bal éclata en chaos dès que l'enregistrement se termina, l'écho aigu de la confession d'Hugo vibrant encore à travers les haut-parleurs comme une menace qui refusait de mourir. Les gens se levaient, criaient les uns par-dessus les autres, les chaises raclant en arrière sur le marbre alors que les investisseurs exigeaient des explications, des remboursements, du sang. Ma mère agrippa la nappe avec des mains tremblantes, son visage déformé par un mélange d'incrédulité et d'horreur. Mon père se tenait figé sur place, la télécommande de présentation pendant inutilement de sa main. Adèle fixait son mari comme si elle ne le reconnaissait pas, des larmes striant son maquillage, sa poitrine se soulevant de respirations saccadées et irrégulières. Et Hugo ressemblait à un homme au bord d'un bâtiment en feu, cherchant désespérément une issue qui n'existait pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, la sueur perlant le long de sa racine des cheveux. Quand il vit la sécurité se diriger vers lui, quelque chose en lui se brisa. Il détala. Il bouscula une chaise et sprinta vers la sortie latérale, se frayant un chemin à travers des invités surpris. La sécurité hésita une demi-seconde, juste assez longtemps pour qu'il atteigne la porte. Mais alors Ray, le chef de l'équipe de sécurité, se jeta en avant avec une vitesse surprenante. Arrêtez, aboya Ray. Mais Hugo ne s'arrêta pas. Je regardais la scène se dérouler avec un calme étrange, comme si le temps avait ralenti, épais et lourd. Les lustres vacillaient au-dessus. La foule s'écarta instinctivement, et Hugo se jeta vers la porte. Ray l'intercepta avec la précision d'un professionnel entraîné, le saisissant par le bras et le tordant jusqu'à ce que les genoux d'Hugo heurtent le sol. Hugo poussa un hurlement, un son qui ne correspondait pas au vernis poli qu'il avait porté toute la nuit. La sécurité l'encercla. Adèle hurla, « Hugo! Hugo, qu'est-ce que tu fais? Arrête de te battre, arrête !» Mais il n'écoutait pas. Le désespoir l'avait consumé. Il n'était plus le beau parleur, le golden boy de la famille Beaumont. Il était un animal acculé, frénétique, exposé, pris au piège qu'il avait tendu pour les autres. « Lâchez-moi » cria-t-il, la voix se brisant. « Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien fait. C'est tout elle. » Il me pointa du doigt, la salive volant de ses lèvres. « Elle me piège. » La salle haleta. Les gens se tournèrent, les regards s'aiguisèrent. Je restai immobile. « Vous voulez nier l'enregistrement » dis-je tranquillement depuis la scène. Il se débattit à nouveau, mais Ray resserra sa prise, le forçant à l'immobilité. « Il a été modifié » cria Hugo. « Elle a piraté le système de l'hôtel. Elle est obsédée par notre ruine. » Sa voix était stridente maintenant, sauvage. Il ressemblait à un homme qui avait déjà tout perdu mais refusait d'accepter la chute. Je descendis de la scène lentement, chaque mouvement contrôlé, délibéré. « Ray, dis-je doucement, retournez-le. » Ray obéit. Les yeux d'Hugo rencontrèrent les miens, larges, frénétiques, pleins d'une rage enfantine. « Tu perds la tête, cracha-t-il. Tu iras en prison pour ça. Mon avocat. » Votre avocat, le coupai-je doucement, est actuellement mis en examen pour blanchiment de fonds pour vous via une société écran aux îles Caïmans. Le bureau du procureur a été très occupé aujourd'hui. Son visage blêmit. J'attendais cette réaction. Impossible, murmura-t-il. Tu n'aurais pas pu. Tu n'aurais pas osé. Vous avez enregistré vos réunions sur votre sauvegarde cloud, dis-je simplement. Notre équipe de cybersécurité les a transmises. Sa bouche pendait, tremblante. Je le laissai s'asseoir avec la vérité, le laissai s'y noyer. Puis je me tournai vers ma famille. Ma mère agrippait toujours la nappe, mais quand je m'approchai, elle détourna rapidement le regard,
comme si ma simple présence la brûlait. Les poings de mon père étaient serrés à ses côtés, les veines de son cou saillantes, un volcan silencieux prêt à entrer en éruption. Adèle, cependant, Adèle avait l'air brisé. Ses joues striées de mascara, ses lèvres tremblantes, ses yeux vitreux. Ils étaient la preuve que le monde qu'elle s'était construit s'était effondré en moins de 10 minutes. Elle fixait Hugo, comme si elle essayait de réconcilier l'homme qu'elle pensait avoir épousé avec le criminel actuellement maîtrisé sur le sol de la salle de bal. Mais il n'y avait pas de réconciliation. Seulement la vérité. Seulement les décombres. « Assieds-toi » lui dis-je doucement. Elle déglutit difficilement. « Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça » murmura-t-elle. « Pourquoi ce soir ? Pourquoi comme ça ? Parce que la vérité mérite des témoins, dis-je. Elle tressaillit. Une agitation près de l'entrée attira l'attention de la salle. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent en grand et une procession de policiers en uniforme entra, en formation, leurs expressions dures et préparées. « Police nationale » annonça l'officier principal par-dessus le vacarme de la salle. Personne ne bouge. Mais la salle était déjà immobile. Un silence tomba, contre nature, suffocant, alors que les officiers marchaient vers la table VIP où mes parents étaient assis, tendus et tremblants. L'officier principal s'approcha de mon père. « Richard Beaumont, dit-il, sa voix résonnant sur le marbre. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, fraude électronique et falsification de documents financiers fédéraux. » Mon père chancela en arrière, manquant de renverser sa chaise. « Non, marmonna-t-il. Non, c'est une erreur. Je suis un homme d'affaires. C'est un malentendu. » Mais l'officier le retourna et le menotta rapidement. Le clic du métal résonna comme un glas. Ma mère laissa échapper un cri rauque, animal. « Non. Non, non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. » Elle se jeta en avant, tendant la main vers mon père alors que les officiers la maîtrisaient. « Nous sommes les victimes. C'est un coup monté. Tout ça, c'est de sa faute. » Elle me pointa du doigt avec une main tremblante. Son accusation tomba à plat. Personne ne me regarda. Il ne regardait qu'elle, sauvage, débraillée, en plein effondrement. Un autre officier s'approcha d'elle. « Patricia Beaumont, dit-il avec une clarté glaciale, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de fraude et aide à la falsification de documents financiers. » Elle se débattit, mais elle n'était pas de taille face à des officiers entraînés. Ses boucles d'oreilles s'accrochèrent dans ses cheveux, se déchirant alors qu'il forçait ses bras derrière son dos. « Lâchez-moi, hurla-t-elle. Je suis sa mère. Elle ne peut pas nous faire ça. » Mais elle avait tort. Je ne leur faisais pas ça. Leurs actions l'avaient fait pour moi. Derrière moi, Hugo fut relevé, maintenant flanqué de 2 inspecteurs. L'un d'eux lut ses chefs d'accusation. « Hugo Chevalier, vous êtes en état d'arrestation pour délit d'initié, espionnage industriel et tentative de détournement de fonds. » Il s'affaissa, ses jambes cédèrent. Les officiers le portèrent à moitié, le traînèrent à moitié vers le couloir en attente. Alors que le trio, mon père, ma mère et l'homme qu'Adèle avait épousé, étaient escortés hors de la salle de bal, les invités s'écartèrent comme l'eau, chuchotant à voix basse et horrifiés. Personne n'essaya d'arrêter les officiers. Personne ne défendit les Beaumont. Personne ne crut un mot de leur protestation. C'était fini. Presque. Alors que les officiers atteignaient les portes, ma mère tordit son corps, forçant un dernier cri désespéré à travers la salle de bal. « Hélène! Hélène! Dis-leur! Dis-leur que tu mens! Dis-leur d'arrêter! Nous sommes ta famille! » Sa voix se brisa à la fin, se fendant comme quelque chose de blessé. J'avançai, m'arrêtant à 3 mètres des officiers. Le visage de ma mère, strié de larmes, se leva vers moi. Ses yeux, autrefois si froids et critiques, maintenant suppliaient, imploraient, tremblaient. « Hélène, murmura-t-elle, plus doucement maintenant. S'il te plaît. Tu es ma fille. » Je sentis la salle retenir son souffle. Je la regardai comme on regarde un souvenir abandonné, détaché, distante, ne saignant plus. « Non, dis-je. » Elle cligna des yeux. « Vous n'avez pas de fille nommée Hélène, continuai-je tranquillement. Vous avez fait ce choix il y a longtemps. » Et puis je fis un signe de tête aux officiers. « Faites-les sortir de mon hôtel. » Son cri les suivit au-delà du seuil, mais il ne me suivit pas.
J'expirais lentement, le poids d'une vie se levant de ma poitrine. Alors que les portes se refermaient avec un bruit lourd et final, le silence envahit la pièce. La musique du piano s'était arrêtée. Les investisseurs se tenaient figés. Les lustres scintillaient au-dessus, projetant une lumière fracturée sur le sol de la salle de bal. Mon regard s'abaissa vers le centre de cette lumière fracturée. Clara était assise par terre, les genoux pliés, la robe ruinée, les yeux vides, la respiration courte. Toute l'arrogance, toute la supériorité, toutes les illusions scintillantes dont elle s'était enveloppée avaient disparu. Elle avait l'air petite, seule, vaincue. Et pour la première fois cette nuit-là, je ne ressentis pas de colère en la regardant. Je ressentis de la clarté. Son monde venait de finir. Le mien ne faisait que commencer. La salle de bal s'était vidée lentement, comme un nuage d'orage se dissolvant après une violente averse. Les lustres scintillaient encore, captant les restes de champagne renversés et de serviettes abandonnées. Les chaises étaient de travers, les conversations laissées en suspens. L'air vibrait du fantôme des chuchotements choqués. La police était partie, les invités avaient fui, l'écho du cri de ma mère s'estompait du marbre. Maintenant, il n'y avait plus que moi, debout au fond de la salle de bal, regardant un avenir que j'avais autrefois craint s'ouvrir enfin. Mes talons claquaient doucement alors que je traversais la pièce, chaque pas stable malgré le poids de tout ce qui venait de se dérouler. Ma respiration était régulière, mon pouls calme. C'était étrange à quel point la justice pouvait sembler silencieuse, à quel point le monde devenait paisible une fois que la vérité se tenait enfin incontestée. Au centre de la salle de bal, Clara était affalée contre une chaise renversée, le visage caché derrière des mains tremblantes. Sa robe blanche était froissée, ses cheveux tombaient de leurs épingles, le mascara coulait sur ses joues. Elle ne ressemblait en rien à la mondaine polie qu'elle essayait si fort de dépeindre. Elle avait l'air humaine. Elle avait l'air jeune. Elle avait l'air perdue. Je m'arrêtai à quelques mètres. Pendant un long moment, je ne dis rien, et elle non plus. Finalement, Clara leva la tête. Ses yeux étaient gonflés, cerclés de rouge, vitreux d'incrédulité. « Que as-tu fait » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur les mots comme de la porcelaine fine. Je ne répondis pas immédiatement. Je laissai le silence s'installer entre nous comme de la poussière, lourd, honnête, inévitable. « Que ai-je fait » répétai-je. « Où qu'ont-ils fait » Sa gorge se noua alors qu'elle déglutissait difficilement. Ça ne devait pas se passer comme ça. Pas comme ça. Pas devant tout le monde. La vérité attend rarement la permission, dis-je tranquillement. Clara secoua la tête, couvrant son visage de doigts tremblants. Ils sont partis. Tous. Mon mari, mes parents. Toute ma vie vient de s'effondrer. Je m'accroupis à côté d'elle, posant mes paumes sur mes cuisses. Non, dis-je doucement. Tes illusions se sont effondrées. La vérité est toujours là. Elle laissa échapper un sanglot étouffé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce que Hugo faisait ou ce que papa prévoyait. Je pensais. Elle s'interrompit, le souffle luttant contre la panique. Je pensais qu'ils aidaient les gens. Je pensais que le gala était réel. Je l'étudiais, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas cruelle au fond d'elle. Elle était complice. Il y avait une différence. Je fouillai dans mon sac de soirée et en sortis une enveloppe scellée, la posant doucement sur ses genoux. Une petite clé USB reposait à l'intérieur, visible à travers le papier translucide. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tremblante. « La preuve, répondis-je. » Elle cligna rapidement des yeux. « De quoi » ? Que tout ce que tu croyais réel ne l'était pas, j'adoucissais les mots du mieux que je pouvais. Les dossiers financiers de ton mari, ses comptes offshore, ses messages avec sa partenaire. Le visage de Clara se vida de sa couleur. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait l'enveloppe. Il m'a dit. Il a promis. Il a dit que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour nous. Il l'a fait pour lui-même, dis-je, ma voix douce mais inflexible. Tu étais un outil. Un joli accessoire pour convaincre les investisseurs qu'il était stable. Mais tu n'as jamais fait partie de son plan. Sa lèvre trembla alors qu'un autre sanglot se frayait un chemin. Le son était rauque, arraché à quelque chose de profond et de meurtri. Je ne la réconfortai pas. Pas encore.
pas avant qu'elle ne comprenne. Tu as demandé ce que j'ai fait, dis-je. J'ai exposé la vérité. Clara fixa la clé USB dans ses mains pendant un long moment tremblant. Puis elle posa la question que je savais venir. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Mes yeux dérivèrent vers le cristal brisé sur le sol, les flûtes de champagne renversées, les restes d'une soirée brisée. Aurais-tu écouté, demandai-je. Ou aurais-tu appelé ça de la jalousie? De la vengeance? De l'amertume? Elle tressaillit. Je n'ai jamais eu d'espace dans notre famille pour parler sans être moqué, continuai-je. Chaque fois que je te disais que quelque chose n'allait pas, tu me disais que j'exagérais, que j'étais dramatique, émotive. Que père savait mieux. Que mère savait mieux. Que Hugo t'aimait. Clara couvrit sa bouche, les larmes glissant entre ses doigts. Tu n'étais pas aveugle, dis-je. Tu choisissais la version du monde qui te faisait le moins de mal. Elle laissa échapper un léger gémissement brisé. Je ne voulais rien croire de tout ça. Je ne voulais pas tout perdre. Tu n'as pas tout perdu, dis-je tranquillement. Tu as perdu ce qui n'a jamais été réel. Elle posa son front contre ses genoux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Tu recommences à zéro, répondis-je. De la même manière que moi. Elle laissa cela s'installer lentement. Sa respiration se stabilisa, bien que ses yeux restassent humides. Après un long silence douloureux, elle releva à nouveau la tête. Peux-tu m'aider? Murmura-t-elle. J'expirai. La question n'était pas inattendue, mais elle toucha quand même quelque chose en moi. Quelque chose de profond, de vieux. Je fouillai à nouveau dans mon sac et en sortis une seconde enveloppe, celle-ci plus épaisse, plus lourde. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, essuyant ses joues maladroitement. La facture, dis-je. Pour tout ce que toi et notre famille avez coûté à cet hôtel ce soir. Ses sourcils se froncèrent. Combien? Je m'accroupis plus bas, laissant ma voix baisser à un ton calme et mesuré. 70 000 euros. Le nombre atterrit comme un coup de poing. Clara me fixa, choquée au point d'être silencieuse. Dommage à la salle de bal, continuai-je. Heures supplémentaires de la sécurité, intervention juridique, frais d'annulation, prime de risque pour le personnel, audit comptable d'urgence, élimination du traiteur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. J'ai réglé la note, dis-je. Elle cligna rapidement des yeux. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Pour moi, dis-je. Pour l'hôtel. Pour le personnel. Pour les gens qui méritent d'être protégés. Elle déglutit difficilement, sa voix à peine audible. Et qu'est-ce que je te dois? 70 000 euros. Ses épaules s'affaissèrent. Je ne peux pas payer ça. Je sais, dis-je. Elle me regarda avec confusion jusqu'à ce qu'elle voie ce que je tenais dans mon autre main, un morceau de tissu plié, un uniforme de femme de chambre bleu marine. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, murmura-t-elle. Tu plaisantes. Tu commences demain matin à 7 heures, dis-je calmement. Madame Hampton te formera. Femme de chambre, s'écria-t-elle, la voix se brisant. Tu veux que je sois une bonne? Je veux que tu apprennes la valeur, répondis-je. Et la gratitude, et l'humilité, et le travail. Son souffle trembla alors qu'elle fixait l'uniforme. C'est cruel, murmura-t-elle. Non, dis-je doucement. La cruauté, c'est de te laisser rester la personne que tu étais. Elle couvrit son visage, les épaules secouées par de nouveaux sanglots. Mais quand elle parla à nouveau, sa voix était différente. Rauque, blessée, mais plus défensive. Est-ce que ça m'aidera à payer la dette? Oui. Et quand la dette sera payée, que se passera-t-il? Je marquai une pause. Alors, toi et moi, nous reparlerons, dis-je. En tant que sœur. Pas en tant qu'ennemi. Quelque chose dans son expression se détendit, un fil se libérant d'une corde étroitement nouée. Elle hocha lentement la tête, serrant l'uniforme contre sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, Clara n'avait pas l'air suffisante. Elle avait l'air prête. Je me relevai. Viens me trouver quand tu auras fini de pleurer, dis-je doucement. Il y a encore une chose que tu dois voir avant la fin de la nuit. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main. Quoi? L'endroit où notre famille prend enfin fin, dis-je en me tournant vers la sortie.
Et où quelque chose de mieux commence. Son souffle se coupa, mais elle suivit. Parce que malgré tout, malgré les décombres, la trahison, l'effondrement, ce n'était pas seulement la fin des Beaumont. C'était le début du jugement de Clara. Et du mien. La salle de bal était silencieuse quand je suis revenu, une étrange quiétude résonnante s'installant sur les décombres de la nuit précédente. La lumière des lustres s'était atténuée en une douce brume dorée, projetant de longues ombres sur les chaises renversées et les programmes abandonnés. Cela ne ressemblait en rien au sanctuaire étincelant que c'était quelques heures auparavant. Maintenant, cela ressemblait aux suites d'une bataille, calme, creux et lourd des résidus de la vérité. Je me tenais juste à l'entrée, laissant le calme s'installer dans mes os. Le chaos était parti, les cris partis, la police partie. Ce qui restait, c'était le genre de silence qui permet à tout ce qui est en vous de rattraper son retard. Chaque émotion que vous aviez fui, chaque souvenir que vous aviez refoulé, chaque échymose que vous n'aviez jamais soigné. C'était fini. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Des pas résonnèrent derrière moi. Je me retournai lentement. C'était Monsieur Larcher. Il s'approcha avec la démarche composée et respectueuse d'un homme qui avait traversé des tempêtes bien pires que celles de ce soir. Mais quelque chose dans sa posture, légèrement adoucie, légèrement humble, me disait que celle-ci l'avait secoué, même lui. « Mademoiselle Dubois », dit-il tranquillement. « J'ai finalisé tous les rapports d'incident. Le service juridique confirme que l'hôtel est entièrement protégé. Aucune des responsabilités des Beaumont ne peut toucher la tour Hélio sous votre propriété. » Je hochai la tête une fois, laissant le soulagement me traverser par vagues lentes et prudentes. « Et le personnel ?» demandai-je. « Personne n'a été blessé pendant les arrestations. Seulement secoué, répondit-il. Mais votre intervention avec Madame Leblanc plus tôt dans la journée. Cela a signifié plus pour eux que vous ne l'imaginez. Une douce pause, puis, vous avez été extraordinaire ce soir. Je ne répondis pas. Les compliments me mettaient encore mal à l'aise, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort, de plus entier. Monsieur Larcher hésita, puis s'approcha. Vous devriez savoir, dit-il doucement, que plusieurs membres du personnel ont demandé s'ils pouvaient vous remercier personnellement. Un serveur a dit qu'il travaillait ici depuis 12 ans et ne s'était jamais senti vu par la direction jusqu'à maintenant. Ma gorge se serra. Je fixai le sol de la salle de bal, traçant le faible reflet des lustres sur le marbre poli. Peut-être un jour, murmurai-je. Mais pas ce soir. Il hocha la tête avec compréhension. Votre vie privée est déjà gérée, dit-il. La sécurité corrige discrètement toutes les rumeurs sur votre identité. Personne en dehors de cet hôtel n'entendra une version des événements de ce soir que vous n'avez pas autorisée. Un autre signe de tête. Merci, Larcher. Il inclina légèrement la tête, puis s'excusa, me laissant seul une fois de plus dans la grandeur vidée de la salle de bal. Je m'enfonçai plus profondément dans la pièce, passant mes doigts le long du dossier d'une chaise qui avait été renversée pendant le chaos. Un rappel de ce à quoi ressemble le pouvoir brisé. Mais alors que je contemplais les dégâts, une voix s'éleva derrière moi. Tu l'as vraiment fait. Je me retournai. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, ayant troqué sa robe de soirée ruinée pour une tenue de détente simple de l'hôtel, un pantalon de survêtement et un t-shirt ample, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle avait l'air petite, dépouillée de vanité et d'armure. Mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Elle s'avança vers moi avec prudence, comme si elle approchait d'un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. « Je ne pensais pas que tu le ferais, dit-elle. Je ne pensais pas que tu en avais la force. » Je ne l'avais pas, répondis-je. Avant. Elle s'arrêta devant moi, son regard balayant la pièce, absorbant la destruction. Sa voix vacilla. Hugo. Maman. Papa. Tous partis. Juste comme ça. Ils ont fait des choix, dis-je. Ce soir, ces choix ont rencontré des conséquences. Clara laissa échapper un souffle tremblant. Penses-tu qu'ils iront en prison? Oui. Elle tressaillit. Nous restâmes en silence pendant plusieurs secondes, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pesant sur nous deux. Puis elle murmura, « Qu'est-ce qui nous arrive maintenant ?»« C'est à toi de me le dire, dis-je. » Sa tête se tourna brusquement vers moi. « Moi. Tu as demandé de l'aide, lui rappelai-je. Je te l'offre.
Mais je ne te traînerai nulle part où tu ne choisis pas d'aller. Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas où aller. Tu commences là où tout le monde commence, dis-je. Avec la vérité. Elle baissa le regard vers ses mains. Je ne crois pas savoir qui je suis sans eux. Tu es sur le point d'apprendre. Elle retint une autre vague de larmes. Et toi? Est-ce que tu te sens libre, maintenant? Je laissai la question résonner en moi un moment, la laissant faire écho, la laissant rouler dans les vieilles pièces de mon esprit où des versions plus jeunes de moi-même se cachaient encore, terrifiées et petites. La liberté n'est pas un moment, dis-je finalement. C'est un choix que tu fais. Encore et encore. Clara m'étudia comme si elle me voyait pour la première fois. Pas la sœur dont elle se moquait, pas la fille qu'elle méprisait, pas l'ombre qu'elle ignorait. La femme qui se tenait devant elle. Vas-tu disparaître à nouveau? Demanda-t-elle. Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Reconstruire. Son souffle se coupa. Notre maison? Nos vies, la corrigeai-je doucement. Juste à ce moment, l'archer réapparut à l'entrée. Mademoiselle Dubois, dit-il, il y a quelque chose que vous devriez voir en bas. Qu'est-ce que c'est? Une notification de saisie vient d'être rendue publique. La vente aux enchères du domaine Beaumont est prévue pour 9h30 ce matin. J'expirai une fois, lentement et mesurément. Faites les préparatifs, dis-je. Pourquoi faire? Je croisai son regard. Pour l'acheter. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Tu achètes notre maison? Pas une maison, dis-je. Un symbole. Son souffle trembla. Laisse-moi venir avec toi. Je la fixai, scrutant son visage. Pourquoi? Elle déglutit difficilement avant de répondre. Je veux voir où les mensonges ont commencé. Et où ils finissent. Je hochai la tête. Prends ton manteau, dis-je. La matinée va être longue. Le trajet jusqu'au bureau des ventes aux enchères fut silencieux, la lumière du petit matin traversant les vitres teintées comme un couteau. Clara regardait la ville défiler, perdue dans les souvenirs qui s'accrochaient à elle comme un vieux parfum. Quand nous arrivâmes, la salle était déjà pleine, investisseurs, courtiers, curieux. Le nom Beaumont attirait toujours l'attention, même dans la disgrâce. Clara plana derrière moi, petite et pâle. Quand le commissaire-priseur appela les premières offres, le silence tomba. Mise à prix à 1 million. Un murmure parcourut la pièce. Je levai ma palette. 1 million, dis-je calmement. Personne ne me défia. Pas une seule personne dans cette salle bondée ne voulait toucher à la malédiction des Beaumont. Adjugé, déclara le commissaire-priseur. Juste comme ça, la maison qui m'avait autrefois exilé devint mienne. Clara laissa échapper un son fragile et brisé, mi-choc, mi-chagrin. Elle pressa ses doigts tremblants contre ses lèvres. Je ne la touchai pas. Pas encore. Nous nous rendîmes au domaine en silence. Les portes grincèrent en s'ouvrant avec une réticence mécanique, révélant les terrains autrefois manucurés qui commençaient maintenant à se flétrir. La maison se dressait comme un fantôme de mon enfance, haute, froide, lourde de souvenirs qui ne m'avaient jamais appartenu. Clara se tenait à côté de moi au pied de l'allée. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-elle. Si, dis-je. Tu le peux. Nous entrâmes ensemble. Chaque pièce que nous passions semblait rouvrir de vieilles blessures, échos de cris, de portes claquées, de remarques cruelles. Mais à chaque pas, la maison semblait plus petite, moins puissante, moins capable de nous blesser l'une ou l'autre. Quand nous atteignîmes le salon, je me tournai vers elle. Cette maison t'a retenu en otage, dis-je. Nous a retenus en otage toutes les deux. Mais aujourd'hui. Je fis un geste autour de nous, vers les murs vides, la peinture qui s'écaillait, les vieux rideaux. Point nous la laissons partir. Elle pressa sa main contre sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Qu'est-ce que tu vas en faire, murmura-t-elle. Je n'hésitai pas à la démolir. Elle leva brusquement les yeux. Quoi? Cette maison a élevé des gens brisés, dis-je. La terre mérite quelque chose de mieux. Elle me fixa pendant un long moment douloureux. Comme quoi? J'imaginais les plans, les conceptions architecturales, les croquis que je n'avais montrés à personne. Un foyer pour les filles qui ont grandi comme nous, dis-je. Mais qui ne devraient pas avoir à devenir ce que nous sommes devenus. Ses larmes coulèrent plus fort.
Hélène, c'est magnifique. Non, dis-je. C'est nécessaire. Pendant un moment, aucune de nous ne parla. Puis Clara murmura, puis-je aider ? Je me tournai pour la regarder pleinement. Oui, dis-je doucement. Mais d'abord, tu dois devenir quelqu'un qui le peut. Elle hocha lentement la tête, serrant plus fort contre sa poitrine l'uniforme de femme de chambre qu'elle portait toujours. Je le ferai, dit-elle. Je le promets. Et pour la première fois de notre vie, je la crus. Alors que nous sortions de la maison et retournions à la lumière du soleil, je sentis quelque chose en moi se relâcher enfin. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas un triomphe. C'était une réappropriation. Et ce n'était que le début. L'inauguration du refuge Aurore commença sous un ciel strié d'or, le lever du soleil baignant le bâtiment au panneau de verre d'une lumière douce et radieuse. Une légère brise soufflait sur la cour, transportant l'odeur de lavande fraîche des parterres que les filles avaient plantés elles-mêmes. Les bénévoles s'affairaient autour de l'entrée, ajustant les bannières, préparant les kits de bienvenue, riant doucement alors que leur excitation montait. Je me tenais au cœur de la cour, les mains jointes lâchement devant moi, regardant un rêve qui ne vivait autrefois que dans les coins tranquilles de mon esprit prendre enfin forme. Le terrain où se dressait autrefois le domaine Beaumont ne semblait plus hanté, plus froid, plus taché de peur ou de secret. Le nouveau bâtiment s'élevait avec de larges fenêtres ouvertes, des accents de bois chaleureux et des sentiers bordés de tournesols. Fort, lumineux, sans complexe. Il ne ressemblait en rien à la maison qui se trouvait ici auparavant. Ce n'était pas censé être le cas. Derrière moi, quelqu'un s'éclaircit la gorge. Là. Je me retournai et vis Clara debout à quelques pas, vêtue de son uniforme de femme de chambre. Non pas parce qu'elle devait le porter aujourd'hui, mais parce qu'elle y tenait. Elle disait que cela lui rappelait qui elle devenait, pas qui elle avait été. « Tu es prête ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais stable. « Plus que jamais » répondis-je. Elle sourit, un petit sourire sincère, le genre qu'elle ne savait pas faire quand elle vivait dans la cage dorée des illusions de nos parents. Les premières filles commencèrent à arriver, 9 d'entre elles, âgées de 15 à 19 ans. Elles entrèrent dans la cour avec précaution, leurs yeux balayant les alentours avec ce mélange familier d'espoir et de peur. Certaines serraient des sacs poubelles remplis de tout ce qu'elles possédaient. D'autres marchaient les mains vides, les épaules tendues et prêtes à la déception. Je reconnaissais tout cela, car j'étais autrefois arrivé dans le monde de la même manière. Une grande fille aux cheveux bruns coupés courts s'arrêta à quelques mètres de moi, la mâchoire serrée, les poings dans ses poches. « C'est vraiment pour nous ?» demanda-t-elle. « Oui » dis-je doucement. Ses yeux se plissèrent. « Et vous n'allez pas nous mettre dehors si on fait une bêtise ? » « Non. »« Et vous n'allez pas nous faire mériter votre gentillesse ? » « Pas ma gentillesse » répondis-je. « Mais votre avenir, oui. Mais vous ne le mériterez pas seul. » Une autre fille s'avança, une petite avec des mains tremblantes. « Et si elle déglutit difficilement ? Et si nous ne savons pas comment recommencer ? » Je m'approchai, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre. « Alors nous commençons là où vous êtes, dis-je. Pas là où vous pensez que vous devriez être. » Son menton trembla et avant qu'elle ne puisse se retenir, les larmes coulèrent. Clara s'approcha alors, offrant à la fille un mouchoir. « Viens, dit-elle doucement. Laisse-moi te montrer le jardin. J'ai planté les premières graines de travers 2 fois, alors crois-moi, tu n'es pas seul. » La fille laissa échapper un rire tremblant et la suivit. Monsieur Larcher arriva ensuite, portant plusieurs dossiers soigneusement rangés sous son bras. Son costume était impeccable comme toujours, mais aujourd'hui, quelque chose de plus doux atténuait sa formalité habituelle. Il examina la cour, son expression équilibrée entre l'admiration et une fierté tranquille. « Mademoiselle Dubois, dit-il en hochant poliment la tête. Le conseil d'administration vous envoie ses félicitations. Ils ont également demandé un rapport complet sur le lancement du centre, mais je leur ai dit que cela pouvait attendre après l'événement. Pour une fois, le taquiné je, c'est vous qui retardez un rapport. » Il s'autorisa un rare sourire. Cet endroit est plus important. Il me tendit un dossier. À l'intérieur se trouvaient les documents d'approbation finale, la confirmation officielle que le refuge Aurore avait reçu un financement de l'État, un soutien de parrainage privé et un partenariat permanent avec le programme de logement pour jeunes de la ville. Tout était en place. Tout était réel. « Merci, Larcher, dis-je. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous.
Vous avez fait l'impossible, répondit-il. Je me suis seulement tenu à vos côtés pendant que vous déplaciez des montagnes. Une voix appela de derrière nous. Très bien, mesdames et messieurs, rassemblez-vous. Un des bénévoles guida tout le monde vers le ruban tendu à l'entrée. La foule était petite, quelques donateurs, une poignée de personnel, les nouvelles résidentes et les personnes qui avaient été témoins de l'effondrement et de la reconstruction de cet héritage. Un long ruban argenté scintillait au soleil. Je pris les ciseaux de cérémonie de la main du bénévole. Clara se mit à côté de moi, l'archer de l'autre côté. Les filles formèrent un demi-cercle autour de nous, certaines s'agitant, d'autres chuchotant, d'autres joignant leurs mains comme si elles avaient peur que le moment ne s'échappe. Je levai les ciseaux, mais avant de couper, je parlais. Aujourd'hui, dis-je, ma voix portant à travers la cour, nous transformons la douleur en but. Nous transformons les fins en début. Et nous transformons un lieu de peur en un foyer bâti sur l'amour, le respect et la possibilité. Les filles se redressèrent. Clara essuya ses yeux. Et à chacune de vous qui êtes ici, continuai-je, vous n'êtes pas brisés. Vous n'êtes pas des fardeaux. Vous n'êtes pas des erreurs. Vous êtes des survivantes. Et vous méritez de vous élever. Je coupai le ruban. La foule éclata en applaudissements. Les filles entrèrent les premières, les yeux écarquillés alors qu'elles exploraient les couloirs chaleureux, remplis de lumière du soleil, de peintures murales peintes par des bénévoles et de chambres conçues pour ressembler à un sanctuaire plutôt qu'à une punition. Le personnel les guida vers la zone d'accueil, les rires commençant à éclore là où le silence avait autrefois régné. Clara s'attarda à côté de moi. « C'est toi qui as fait ça », murmura-t-elle. « Nous avons fait ça », la corrigeai-je. Elle hésita avant de poser une question qui ressemblait au test final de la femme qu'elle devenait. « Leur pardonneras-tu un jour ?» Le vent agita les fragments de ruban à nos pieds. Je regardai le jardin, fraîchement planté et plein de potentiel. « Je n'ai pas besoin de leur pardonner, dis-je doucement. J'ai juste besoin de les laisser partir. » Elle hocha lentement la tête, absorbant la vérité non comme un ordre, mais comme une invitation. Nous restâmes là, ensemble, à regarder une vie commencer dans un endroit où une autre vie avait pris fin. Plus tard dans l'après-midi, après que les filles se furent installées dans leur nouvelle chambre et que les bénévoles eurent terminé leur visite, je me promenais seul dans le jardin. Des papillons planaient au-dessus de la lavande, une fontaine gargouillait doucement au centre. La lumière du soleil dansait sur les pierres. Mon téléphone vibra. Un message clignota sur l'écran. Numéro bloqué. Hélène, s'il te plaît. C'est maman. J'ai besoin d'argent. Juste un peu. Réponds-moi, s'il te plaît. Je le fixai un instant, non pas avec colère, non pas avec nostalgie, juste avec une clarté tranquille. Puis je le supprimai. Sans hésitation, sans douleur. Juste une libération. Je glissai mon téléphone dans ma poche et continuai à marcher parmi les fleurs, sentant le poids du passé se lever à chaque pas. Une douce brise caressa ma joue, chaude et stable. Un nouveau départ. Un vrai. Et peut-être, pour la première fois, je me sentis entièrement, solidement, magnifiquement entière.